Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 12, partie 2 d'Up and Thunder, le seul podcast français sur le Thunder. Très heureux de vous retrouver avant le début des playoffs. Deuxième partie de notre double épisode spécial fin de saison playoffs. Je suis toujours avec mes deux compères, Solal de Autokessi Thunder France et Constant de Hatwear Thunder. Comment ça va les gars? Ça va, toujours aussi bien. Ça va, prêt pour cette série du chaos. Épique. Oui, du chaos. On a déjà réalisé le bilan des performances d'OKC dans la bulle. Normalement, c'est sorti hier quand vous écoutez ça. Donc, allez l'écouter si ce n'est pas fait. C'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Aujourd'hui, place aux choses sérieuses. La preview du premier tour des playoffs entre OKC et Houston. Petite précision. J'aurais aimé avoir Rockets Nation dans le podcast. Je l'ai déjà eu avec moi une fois. Je le salue d'ailleurs. Il n'était pas disponible. Donc, je préviens juste, je vais devoir jouer le rôle de défenseur d'Houston un petit peu sur ce podcast et devoir présenter un peu Houston, donc ne me tombez pas dessus dans les mentions Twitter. Je suis quand même pour OKC, je tiens à le préciser. Donc voilà, je joue le rôle du méchant, mais je n'en suis pas vraiment un. Alors, avant de commencer cette preview, petit état des lieux. Alors d'abord, état de forme d'OKC, donc je vous invite encore une fois à écouter notre partie 1. On a beaucoup parlé des performances dans la bulle d'OKC, de la forme de pas mal de joueurs, donc allez écouter ça. Les seules incertitudes qu'il y avait, c'était par rapport à Dennis Schroeder et son départ de la bulle pour l'accouchement de sa femme. Il est revenu, il a eu le temps de jouer un premier match, il est plutôt en forme, donc peu de doute là-dessus. Deuxième incertitude, ça, on en parlera peut-être un petit peu plus, c'est le problème au genou de Dort. On ne sait pas combien de matchs il va louper, il sera peut-être même présent en match 1, mais c'est quelque chose à suivre pour la suite et il aura une grosse importance, je pense, dans cette série, Lou Dort. On le sait pour défendre sur James Harden. État de forme maintenant d'Houston, donc je me mets dans le rôle du méchant. Alors, leur performance dans la bulle, c'est plutôt moyen, voire médiocre. Ils ont le même bilan que nous avec 4 victoires, 4 défaites, mais ils restent sur 3 défaites d'affilée là sur les derniers matchs. Ils ont bien sûr utilisé leur ultra small ball tout le long de la bulle. Il y a quand même quelques bonnes performances côté Houston à déclarer, notamment ce match contre Milwaukee qui sont allés chercher avec une défense plutôt dominante, et après certains matchs plutôt médiocres, notamment les derniers, notamment en termes d'adresse. Ils sont à 32% à 3 points. Sur les matchs dans la bulle, ça c'est quelque chose à regarder avec Houston, bien entendu. Ils sont avant-dernier. Je crois qu'il y a que Memphis et les Lakers de pire, alors qu'ils en prennent plus de 50 par match, soit plus de 11 que toutes les autres équipes en moyenne. C'est énorme. On peut notamment parler d'un trio à Houston de PJ Tucker, Covington et Gordon, qui sont à 28, 23 et 26% à 3 points sur les 8 derniers matchs, donc pas vraiment encourageant de ce côté-là. On voit d'ailleurs que pas mal de fans de Houston considèrent qu'il y a de plus en plus que James Harden qui est prêt et qui fait des très grosses séries d'ailleurs dans la bulle, là, qui est vraiment bon avec la blessure de Russ, qu'il est un petit peu tout seul. Donc pas forcément la meilleure reprise pour eux. Je pense que pas mal de gens qui croient en Houston espèrent peut-être un switch en mode playoff. Côté blessure pour eux, donc Eric Gordon revient juste de blessure, il a joué un match ou 2 matchs pour eux. Avant les playoffs, il n'a pas été spécialement bon. Et la blessure de Russell Westbrook, donc ça aussi, ça rajoute du drama un petit peu à cette série, puisque Russ se blesse juste avant la série contre OKC. Plus inquiétant, blessure à la cuisse, il serait dit qu'il manquerait le début de la série, combien de matchs, on ne sait pas, dans quel état de forme il va revenir, on ne sait pas non plus. Voilà, j'ai assez parlé. Déjà, si vous avez regardé un petit peu votre sentiment vis-à-vis de Houston dans la bulle, on va commencer par toi, Constant. Le sentiment de Houston, enfin vis-à-vis de Houston par rapport à la bulle, c'est que c'est une équipe qui est encore en courant alternatif, enfin qui est branchée sur courant alternatif. C'est-à-dire que les 2 premiers matchs, qui sont les 2 matchs sur lesquels on peut le plus juger Houston, je trouve, c'est le match contre Dallas et le match contre Milwaukee. Où le match contre Dallas, il y a aucune défense, c'est porte ouverte, et où ils s'en sortent assez miraculeusement, j'ai envie de dire, et aussi parce que Harden est incroyable et marque 50 points dans ce match-là. Le deuxième match contre Milwaukee, c'est peut-être le match le plus intéressant déjà pour les fans de Houston, parce que c'est celui qui peut leur donner le plus d'espoir, et c'est aussi le match le plus intéressant, je pense, à analyser pour cette preview de la série, parce que t'as un Houston qui est plutôt maladroit, je trouve, mais qui s'en sort dans le clutch, non pas par son attaque, mais par sa défense, ce qui n'était pas du tout attendu. Donc ça montre que cette équipe de Houston, quand elle est motivée, elle est capable de défendre, et elle est même capable de défendre face à de très bonnes attaques, parce que l'attaque de Milwaukee, ça doit être top 5.
Donc ça, pour le coup, c'est plutôt satisfaisant. Après, le reste, c'est sur courant alternatif. T'as un match où Harden peut être bon et sur le match d'après, il va te perdre 10 ballons. T'as le retour d'Eric Gordon qui, pour l'instant, apporte pas vraiment des choses positives dans l'équipe. C'est plutôt maladroit pour tous les autres joueurs qui s'appellent pas James Harden. Donc, je pense pas qu'on puisse en tirer de grosses conclusions. La seule conclusion, enfin le seul point important, c'est la blessure de Westbrook. Quadriceps, c'était censé être une blessure pas très grave, qui au final est devenue une blessure plus grave que prévu, puisque d'après les informations du Vosges, il va louper au moins le début de la série, comme tu l'as dit. Donc c'est important pour la preview de cette série. On va pas mal en parler, je pense. Ouais. Donc voilà, après pour conclure, parce que je vais pas monopoliser la parole, mais je tire pas de conclusion sur Houston, si ce n'est que c'est une équipe qui reste encore inconstante et irrégulière d'un match sur l'autre. Ouais, bah moi je vais reprendre l'image du courant alternatif, et sauf que ce courant, s'il se met sur le positif, il me fait vraiment peur. Avec Russ, bien sûr, parce que c'est sûr que sa blessure rajoute, mais là je vais parler avec Russ, on va dire en forme. Je les ai trouvés vraiment impressionnants, pas sur le plan offensif, mais comme l'a dit Constant, défensivement, c'était le match contre Milwaukee, c'est vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Et dans le même match, ils ont réussi à avoir, je crois, c'est le match où ils prennent 60 tirs à 3 points, et il doit y avoir la moitié qui sont des tirs ouverts. Donc il suffit que leur adresse augmente un tout petit peu et ça devient une armada vraiment, vraiment impressionnante. Donc je pense que la blessure de Russ va permettre à la série d'être beaucoup plus serrée. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sans lui et avec un Harden qui va devoir porter un peu Houston sur son dos, même si Eric Gordon revient de blessure. Donc voilà, l'équipe de Houston me fait peur, mais la blessure de Russ rend la série plus serrée, je trouve. La première question qu'on peut poser avant de rentrer vraiment dans le détail, c'est, on est tous d'accord, je pense que si Russ s'était pas blessé, Houston était favori. Largement. Ouais, je pense. Avec ouais. la blessure de Westbrook et le fait qu'il va manquer au moins le match 1, est-ce qu'au final, on tombe sur une série où il n'y a pas vraiment de favori, ou même arriver à un point où j'ai vu des gens dire que maintenant, avec la blessure de Ross, OKC était favori pour passer? Ça dépend combien de matchs il loupe. Hein. S'il loupe 4 matchs, c'est bien sûr, ça devient beaucoup plus serré, voire OKC favori. Après, avec Russ, s'il manque 2 matchs et qu'il revient, on va dire, à peu près à 100%, je garde Houston favori de mon côté. Avant de parler vraiment en profondeur de cette blessure de Russ qui aura un impact, je pense, considérable sur la série, notamment vu le nombre de matchs qui peut-être manquer, peut-être un petit retour sur les sentiments qu'on a vis-à-vis de cette série, parce que c'est quand même, c'est le destin. Il y a un moment, il faut arrêter. Enfin, les dieux du basket ont voulu cette série, je pense, depuis l'été dernier, avec le trade qu'il y a eu entre Chris Paul et Russ, les embrouilles entre Chris Paul et ses différents coéquipiers à Houston, notamment James Harden, et comment ça s'est fini. Première série de l'histoire d'OKC en playoff sans Russ, et ben c'est contre lui. C'est quoi un petit peu, Solal, ton sentiment quand t'as vu qu'on allait tomber contre Houston, au-delà du fait de gagner ou pas, ton sentiment parce qu'il y a un peu de rivalité aussi contre eux. Ah, perso, j'étais dégoûté, hein. Je vais être honnête. Moi aussi. Vraiment, on en a parlé, vraiment, ça, parce qu'il y a des gens, il y a des fans du Thunder qui sont dans l'état d'esprit de dire, ah, mais dans tous les cas, que le Thunder passe ou Houston passe, je serais content. Mais non, vraiment pas, hein. Moi, je m'attendais à ce que Russ passe et OKC passe. Pas qu'un des deux. Moi aussi. Donc, ouais, non, c'est vraiment relou. Mais après, oui, c'est beau, et pour l'histoire, c'est marrant, quoi. Je me permets de continuer, mais ouais, je suis dans le cas où j'aurais un petit goût amer dans les deux cas, dans le sens où, si OKC perd, je serais forcément déçu, parce que on peut s'attendre à quelque chose cette année, enfin, au moins passer un tour, même si on s'attendait pas à ça et que c'est que du bonus, j'ai envie de dire, vu la saison qu'on attendait. On a des espoirs dans cette équipe-là et elle montre des bonnes choses, donc on peut s'attendre à passer un tour.
Et par contre, si OKC bat Houston, je serais content, mais j'aurais cette sortie de Russ au premier tour, et je pense que je quitte Twitter pendant un bon moment, parce que voir tout le monde tomber sur Russ, alors que ce sera pas forcément de sa faute vu Houston actuellement, si ça tombe, et en plus il est à moitié blessé, mais concrètement, voilà, il y aura un petit coup amer dans les deux cas, et j'aurais aimé que cette série arrive, mais peut-être en deuxième tour ou finale de conf, en fait. Eh bah, désolé, mais moi je suis très content. Et toi, tu veux du chaos, Constant, on le sait. Moi, je veux du chaos. Moi, je suis vraiment... on en avait parlé avant même le début des matchs de scrimmage. Je te disais, c'est très probable qu'on affronte Houston au premier tour. Et moi, j'étais content. Après, peut-être parce que déjà, je suis moins fan de Russ que vous. C'est-à-dire que Westbrook, évidemment, incroyable, mais à partir du moment où tu quittes l'équipe, je suis moins fan de toi, déjà. Donc, bah, tu penses comme Westbrook, en fait. C'est ça qui c'est ça. Donc, Westbrook aurait pas voulu que je supporte Houston. Donc, mais après, moi, je suis très content de voir cette série parce que déjà, on va avoir une couverture médiatique qui va être incroyable. Je pense que ce sera, en termes de couverture médiatique, ce sera la série du premier tour qui sera le plus couvert. Peut-être avec le Blazers-Lakers. Qui dit que les Blazers vont passer? Mais la hype. Oui. Enfin, oui. Si Memphis passe, je ferai mon mea culpa, mais je pense pas avoir à le faire. Mais bref, c'est une série en plus qui est hyper alléchante, quoi. Tu te retrouves avec Chris Paul qui a quand même été gentiment poussé vers la sortie à Houston suite à leur campagne de playoff plutôt pas terrible l'année dernière, qui s'est embrouillé avec Harden et tout, face à Houston, qui se retrouve avec James Harden, qui se retrouve avec un projet complètement fou de mini small ball, où en gros pour eux cette année c'est quasiment tout ou rien, quoi. Ils ont fait un pari, ils ont fait tapis, et c'est le moment où ils vont voir si leur tapis a été efficace ou pas. Et puis même, moi je trouve que t'as quand même une série avec deux équipes qui jouent pas du tout de la même façon, et je trouve ça plutôt alléchant. Après, voilà, c'est une série 4 contre 5, donc pour moi tout est possible, et je suis peut-être un peu moins convaincu que vous sur le fait que Houston soit favori. Mais après, pour tout... T'es plus bas que nous sur Houston, ouais. Toi, t'es plus bas que nous sur Houston, je pense. Ouais. Et après, 4 contre 5 en plus avec le même bilan. C'est vraiment... Et sans l'avantage du terrain, donc... Ouais. D'ailleurs, c'est peut-être un truc que je regrette, tu me fais une super transition, c'est que cette série-là, avec des matchs à Houston et à OKC, c'était incroyable. Surtout à OKC. Ouais, les matchs à la pique contre Westbrook en playoff, oh là 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 là. Ça aurait été assez incroyable. Mais t'aurais peut-être eu justement un public qui aurait été partagé. Parce que... ça aurait fait comme quand il est revenu, je pense. Bah ouais, donc t'aurais peut-être pas eu une Chesapeake qui aurait été en feu, t'aurais été des fans comme moi qui auraient complètement été en feu si on avait battu Houston, et t'aurais eu une partie de fans comme vous qui auraient été contents, mais quand même un peu sur la retenue de voir que Westbrook serait sorti. Après, juste pour revenir sur ce que t'as dit, Pierre, moi je pense que si Houston se fait sortir, il n'y aura pas du tout le même backlash négatif sur Westbrook qu'il y a eu ces dernières années, tout simplement parce que c'est pas son équipe. Si Houston se fait sortir, c'est Harden qui va tout prendre. Parce que déjà, tout le monde sait que Westbrook est blessé, donc forcément il sera pas à 100%, et puis parce que c'est l'équipe d'Harden, quoi. Ouais, mais t'as une espèce de malédiction qui... Tu vois, il dirait, ça fait 3 ans ou 4 ans qu'il passe pas un tour de playoff. Oui, mais... ça fait 3 ans qu'il est blessé aussi. 2. Contre Utah, il est pas blessé. Utah, il est blessé. Ouais, il est blessé, mais il met quand même 45 points avec 15 rebonds. Ah bah, non, mais ça, après, c'est les petits... Je veux bien être blessé en mettant 45 points dans un match 5 de playoff. Hein, donc, mais après, je pense que Westbrook, évidemment, sera critiqué, mais tu vois, l'année dernière, autant c'est lui qui a tout pris pour l'élimination contre Portland. Même Paul George, qui était dégueulasse, a rien pris comparé à ce qu'a pris Westbrook. Ce qui était normal, parce que Westbrook s'est fait dominer sur sa match-up. Mais là, cette année, si Houston se fait sortir, je pense qu'il y aura des critiques sur le projet des Rockets de faire un ultra small ball. Donc il y aura du Daryl Morey, il y aura du Mike D'Antoni, il y aura beaucoup d'Harden et un peu de Westbrook. Mais je pense pas que ce sera lui qui sera désigné comme le principal fautif. C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'on a bien contextualisé un peu la série, donc on vous l'a dit, ça va être du chaos total, ça va être assez spécial à vivre en tant que fan d'OKC. On a déjà pas mal abordé, mais on va commencer, en tant que clé de la série, on va commencer de parler par les blessures, et surtout celle de Russ, on reviendra peut-être un petit peu sur celle de Dort après, mais qui est beaucoup moins grave normalement. Alors, Russ est blessé sur, on va dire, allez, on va partir peut-être sur 2 matchs, on va dire que c'est peut-être le plus probable qu'il loupe les 2 premiers, et peut-être après un retour anticipé, s'il y a besoin notamment. Après, s'il y a 2-0 pour Houston, peut-être qu'il reviendra peut-être un peu plus tard. Un premier point que je vais aborder avec vous, c'est déjà la pace. Parce que la pace en Westbrook, c'est pas du tout la même pour Houston. Elle diminue de 5 points, donc il passe de 106 possessions à 101. Donc c'est vraiment beaucoup plus de demi-terrain quand Westbrook est pas là, beaucoup plus de balles sur Harden aussi, on le verra ensuite. Et ça, je sais par exemple, toi, on a déjà parlé avec Constant, donc je vais donner la parole à Solal, mais c'est quelque chose qui aurait pu poser problème à OKC, le fait que Houston joue vite, parce qu'on n'a pas forcément les armes pour répondre, parce que ça leur permet de prendre du rythme et parfois de prendre feu, et que dans un match d'attaque, ils sont peut-être quand même un petit peu plus forts que nous. Ah bah c'est sûr que défensivement ça aurait été compliqué et bah de toute façon on l'a vu et je pense que c'est le match qui illustre à merveille ce que l'absence de Russ va impliquer, c'est quand Russ est revenu à OKC, il nous a explosé. On a gagné le match, mais lui de son côté, il nous a complètement explosé et ça c'est ce qu'il aurait pu faire pendant 7 matchs là dans les playoffs. Donc son absence ça change tout, dans le sens où notre repli défensif est pas incroyable, notre défense en transition non plus. Donc c'est sûr que affronter une équipe qui joue demi-terrain avec le rythme qu'Harden va imposer, c'est un rythme qui convient très bien à Chris Paul par exemple ou à Shai, etc. Donc de notre côté, c'est sûr que c'est bénéfique que le rythme soit grandement ralenti. Je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire, Solal. Même pour nos défenseurs, je trouve que c'est plus facile pour eux, au-delà du repli défensif, de défendre sur demi-terrain avec une pace qui est plutôt lente parce qu'on a des joueurs, on va en parler quand on va faire du cas par cas, mais pour moi, OKC est peut-être, avec Toronto et Boston, l'équipe qui a le plus de défenseurs à mettre sur James Harden. Vraiment, vu que Westbrook va être absent, on va se retrouver avec une pace qui sera beaucoup plus lente, on aura beaucoup plus d'ISO Harden, pour pas dire quasiment que ça. Donc c'est plutôt intéressant de voir des joueurs qui, avec une pace plus lente, vont avoir le temps de s'organiser et le temps de se mettre en défense sur Harden. Là où si ça courait plus vite avec Westbrook, bah tu pouvais, comme l'a dit Solal, avoir un repli en transition qui était pas terrible et du coup te prendre des 3 points ouverts par des Eric Gordon ou par des Covington ou par des Ben McLemore. Après, je pense que cette baisse de la pace va pas changer grand chose pour nous en attaque. Enfin, je veux dire, si Westbrook avait été là, je pense qu'on jouera avec la même pace qu'on va jouer sans Westbrook. Je suis d'accord. Après, déjà, je suis complètement d'accord avec vous. Et pour déjà, même rien que défendre sur McLemore ou Gordon, c'est un peu plus simple que de défendre sur Westbrook. Première chose. Ça va. Un chouïa. Et là, tu m'as fait une bonne transition, Constant, parce que quand Harden est sur le terrain et qu'il n'y a pas Westbrook, c'est la stat qui a un petit peu regardé avec sa blessure, son usage explose. Il passe, quand Westbrook est sur le terrain, il a un usage de 30, quand il est en dehors du terrain et que Harden y est, le usage de Harden est de 42. Ce qui est monstrueux. C'est all-time. C'est-à-dire que, ouais, c'est vraiment monstrueux all-time. C'est Russ 2017, quoi. À peu près. Et c'est sur des actions en plus où, comme vous l'avez dit, c'est du demi-terrain où il va dribbler, il va créer pour tout le monde et c'est l'unique menace offensive sur beaucoup de passages quand ça joue comme ça. Et ça, pour le coup, c'est plutôt à notre avantage, je pense, parce que comme vous l'avez dit, on a des défenseurs à mettre sur lui. On a pas mal de joueurs à mettre sur lui, mais il y a quand même une question qui me turlupine moi, c'est que je l'avais dit à Constant en live, je crois. On n'est pas une équipe qui va attraper James Harden, parce qu'on va faire confiance à nos défenses individuelles, etc. J'aurais été d'avis, peut-être, notamment quand Westbrook n'est pas sur le terrain et qu'il n'y a que Harden, de le trapper à ce moment-là, parce que il n'y a pas vraiment de second créateur. Alors je sais que Gordon et Rivers sont capables, mais t'as pas un aussi bon créateur qu'avec Westbrook. En fait, j'ai un peu un avis différent. Parce que je me dis, il n'y a pas de second créateur, donc on peut trapper, mais il n'y a pas de non-shooter quand il n'y aura pas Westbrook sur le terrain. Je suis pas spécialement convaincu par cette idée, simplement parce que
moi, je suis dans l'optique que, vas-y, go, laisser Harden marquer 45 points par match. Ça me Je dérange suis d'accord. absolument pas. Mhm. Et juste derrière, il y a personne qui marque plus de 15 points. Je C'est, suis voilà. d'accord. En fait, c'est que j'ai les deux visions. J'ai soit la Non, mais je vision où comprends, on ouais, je essaie suis de d'accord. stopper Harden à tout prix. Tu vois, par exemple, le jour où il y a pas Russ, tu le trappes, il y a plus de créateurs. Donc si ça met pas à 3 points, ils ont plus rien en attaque. Ouais, mais par contre, t'as intérêt à suivre en défense sur les close-out parce que sinon tu vas te faire ouais, c'est ça. exploser. Mais c'est le point que j'allais soulever, c'est que, alors certes, il y a plus Russ pour créer, mais il y a que des shooters, donc si t'es en retard, c'est fini. Tu prends un tir à 3 points. Alors que quand il y a Russ, c'est souvent le joueur de Russ, si vous regardez les matchs de Houston, qui va venir trapper, et Westbrook, du coup, va essayer souvent de se proposer plus près du ballon. Donc il s'attrape aussi, mais il y a Westbrook en second créateur, et souvent il se retrouve en 1 contre 1 face au grand pour aller au cercle, et on sait que nous, là-dessus, on n'est pas spécialement convaincus de nos pivots pour le défendre. Donc je sais pas, c'est quoi votre... vis-à-vis de cette surutilisation d'Harden et de votre avis vis-à-vis de la trappe, on va commencer par toi, Solal. Bah, du coup, comme je l'ai dit, au niveau de la trappe, je pense que ça sera pas utile. À voir, on pourrait, je pense que ça peut s'essayer parce que c'est clairement pas stupide, mais ça peut s'essayer si on est avec un line-up, admettons, avec les 3 meneurs et avec Bazley en 5 et, enfin voilà, avec un line-up très petit, très particulier, très mobile. Dans ce cas-là, ça me dérangerait pas de l'essayer, mais sinon, la plupart du temps, si Harden est sur le terrain, je pense que on peut se contenter de laisser Dort ou Ferguson ou Robertson en mission sur lui et derrière juste s'assurer que il y a aucun kick-out possible et que la raquette est fermée, quoi. Après, je te laisserai parler Constant, mais ça se fera peut-être juste aussi quand Harden sera chaud, hein, parce que s'il commence le match à 0 sur 4, tu vas ouais, peut-être pas le forcément. trapper. Voilà, vas-y Constant. Je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire Solal. Moi, je suis dans la même optique. Pour moi, de toute façon, Harden fait partie de ces joueurs avec LeBron, avec KD, où tu peux pas les empêcher de marquer 35 points. Tu peux juste influencer leur pourcentage, en fait, mais à la fin du match, ils te marqueront quand même 35 points. Donc, pour moi, la clé, si on veut battre Houston, et encore plus avec la blessure de Westbrook, c'est pas de limiter Harden, c'est de limiter les autres. Parce que si... de toute façon, comme Harden, il marquera ses 35 points quoi qu'il arrive. Par contre, là où la différence peut se faire, c'est que si t'as Eric Gordon qui a 20 points, Covington qui a à 15, Ben McLemore qui a à 12, bah tu vas juste pas pouvoir répondre en attaque. Là où si tu te retrouves avec Harden qui peut même monter jusqu'à 40 points, mais que t'as Covington qui a 1 sur 9, que t'as PJ Tucker qui met pas un shoot parce qu'il est bien défendu, je trouve que c'est plus intéressant et qu'on a plus notre chance dans cette physionomie-là. Après, comme l'a dit Solal, effectivement, si Harden commence en mettant 12 points dans le premier quart, là oui, il va falloir commencer à attraper, ce qui est pas du tout stupide. Je pense pas qu'il faille, enfin, juste mon état d'esprit, c'est que on doit pas trapper tout le temps. Ça va être le même état d'esprit que je vais avoir quand on va reparler de la rotation au niveau du pivot. Il faut pas exclure le fait qu'on va le trapper, mais faut pas faire que ça non plus. Après, pour le coup, quand on aura un pivot sur le terrain, je suis pas sûr qu'on le fasse. Notamment si c'est Adams, peut-être un peu plus Noël qu'Adams pour le coup, qui court un petit peu plus Noël, mais j'ai l'impression que comme l'a dit Solal, c'est quand on aura peut-être un line-up très petit, que ça je crois que vous allez en parler tous les deux dans vos rotations, peut-être qu'on le verra, mais je suis d'accord avec Solal que quand il y a un grand, ça devient plus compliqué. Donc ça c'était le point Harden. Dernier point du coup qu'il faut aborder, c'est que sans Westbrook, alors qui nous posait problème physiquement, déjà lui par le scoring, mais ils ont encore moins de création, sachant que ça dépendait énormément de Westbrook et d'Harden. Là, il y en a moins, donc ça va amener de l'importance à Austin Rivers et à Eric Gordon. Concrètement, est-ce qu'on croit que ça va être problématique pour nous, Austin Rivers et Eric Gordon, ou est-ce que ça va être un vrai manque pour Houston en termes de création? Ou alors est-ce qu'Harden va jouer 48 minutes aussi? Peut-être. Vas-y, Constant. Aussi, Eric Gordon me fait très peur. Vraiment, c'est limite le joueur qui me fait le plus peur, parce qu'on en reviendra quand on parlera des Factor X. Mais pour moi, c'est le Factor X de la série. Parce que quand tu regardes la saison d'Eric Gordon cette année, il est vraiment pas bon. Même ses pourcentages, enfin que ce soit en défense ou que ses pourcentages au tir, c'est vraiment pas terrible. Je pense que Gordon, justement, avec la blessure de Westbrook, va se retrouver en deuxième créateur derrière Harden. Et Harden, déjà, il va beaucoup jouer, mais en plus, il va beaucoup avoir la balle en main, donc va forcément y avoir des séquences où
Houston va tenter de reposer Harden en donnant la balle dans les mains d'Eric Gordon. Et justement, c'est là où on doit le cadenasser, quoi. Parce que si tu te retrouves avec un Eric Gordon qui tourne à 20 points, à 45% au tir, c'est mort. C'est mort. C'est mort, quoi. Donc voilà, c'est ce qui m'inquiète. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est au niveau des rotations défensives. On sait tous que Dort va défendre Harden en priorité. Qui va défendre sur Eric Gordon, en fait? Parce que si Westbrook est absent, moi je serais plutôt tenté de dire que ce serait Chris Paul qui défendrait sur Eric Gordon. Par contre, quand Westbrook va revenir et que tu vas te retrouver avec le trio Westbrook, Harden, Eric Gordon, je suis pas convaincu que notre trio de meneurs, plus Dort, soit la meilleure match-up pour défendre ces trois-là. Donc voilà. Ça va dépendre de son état de forme. Ouais, c'est ça, c'est totalement, ça va totalement dépendre de son état de forme. S'il est adroit, bon bah tant mieux pour lui et tant pis pour nous. S'il est maladroit, bah là tu vas te retrouver que avec Harden à la création et au scoring quasiment, donc ça peut vraiment devenir intéressant. Après, pour changer, pour revenir sur Austin Rivers, il a montré, je sais plus quel match où il met 41 points, qu'il était capable de scorer sur certains soirs. Après, c'est pas celui qui m'inquiète le plus, étant donné que déjà il jouera moins, je pense, que le starting 5 des Rockets, et aussi parce que bah c'est un joueur qui va pas autant porter la balle que le pourrait faire Harden ou que peut faire Eric Gordon, qui va plutôt se mettre dans un coin et qui va plutôt shooter. Mais de toute façon, c'est le problème avec cette équipe des Rockets, c'est que tu vas avoir deux manières de balle à chaque fois, et le reste c'est que des shooters qui vont se cacher dans un coin. Donc défensivement, ça va être un challenge à relever, mais ça va dépendre de l'équipe et surtout du coach. Après, avant de te donner la parole, Solal, moi je préfère voir Eric Gordon en créateur que en shooter une fois qu'il est chaud. Vraiment. Parce que je préfère le voir essayer de driver, essayer de créer et que ça dépende de lui. Et moi j'apprécie Austin Rivers. Je trouve qu'il a des vraies qualités, que ce soit pour driver. Lui, il pourra scorer sur nos grands. Il pourra peut-être créer, mais lui, il a des bonnes qualités et je pense qu'il pourra nous poser problème. Mais il y a un manque en création qui pourra nous être largement positif si on arrive, comme tu le dis, à défendre par exemple Eric Gordon ou voilà, et avant que Russ revienne, avant qu'il y ait le trio qui est potentiellement plus que menaçant pour nous. Oui, Solal, toi ton avis peut-être sur ce manque de création et de peut-être comment on va défendre ensuite ces créateurs-là. Bah, moi je te rejoins Pierre, parce que enfin vraiment le banc de Houston est, j'allais dire ridicule, c'est méchant, et très réduit en tout cas, mais par contre c'est vraiment le genre de joueurs qui nous mettent la pâtée. Ben McLemore, Jeff Green, Eric Gordon, Austin Rivers, c'est vraiment le genre de joueur à nous mettre 25 points, un match chacun, où ils nous mettent 25, et moi ça me fait vraiment peur pour le coup. En fait, on a les défenseurs pour les contrer, mais il suffit qu'il y en ait un qui prenne feu, et bah, enfin, on peut rien faire, quoi. Et aussi sur la line-up Harden, Russ, Gordon, je pense que ça peut être intéressant de tenter un Bazley qui va défendre soit Russ, soit Gordon par séquence. Parce que je vois vraiment... En fait, je pense que c'est impossible qu'on ait et Dort et Ferguson ou et Dort et Robertson sur le terrain en même temps. Ou alors vraiment pas longtemps du tout. Et je vois mal Chris Paul aller défendre sur un Eric Gordon très longtemps ou sur un Russ, jamais de la vie. Donc... voilà, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que défensivement, Bazley aura un rôle à jouer sur les extérieurs de Houston. Moi, je pense que Chris Paul est capable de défendre sur Eric Gordon ou de défendre sur Westbrook. Alors, sur Westbrook, en 2014, il a quand même montré que Chris Paul, bon... Oui, mais c'est... Moi, C'était son petit, quoi. Hein. Je préfère... Ouais, mais c'était en 2014, c'était il y a 6 ans. Mais, bah voilà, mais entre-temps, il y en a un qui a vieilli et il y en a un autre qui a vieilli aussi. Faut peut-être... Ouais. Si, il a vieilli. Je voulais pas finir bon, ma bref. phrase. Ouais, voilà. Mais c'est parce que moi, je suis plus mesuré sur Westbrook, donc je peux sortir des critiques que vous n'allez pas sortir. Mais non, mais enfin, je préfère... de toute façon, Westbrook, il va revenir à un moment ou à un autre, donc autant faire une preview en envisageant qu'il va louper peut-être 2 matchs maximum, mais il sera là de toute façon. Donc je préfère voir Chris Paul défendre sur Westbrook que Shai. Après c'est mon avis perso, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça,
Mais on abordera, je pense, pas mal les match-ups défensifs après, mais Moi, je suis trouve pas aucun sûr. des deux Mais juste, aucun des deux. Ouais, les deux, c'est pas les bonnes solutions, mais de toute façon, ouais, on sait que clairement. Westbrook nous fait du mal à nous. Il faudrait qu'on mette Dort et on garde Dort pour. Non, Dort il reste pour sur Harden. Harden. On regarde sur Harden, donc. Dans ce cas-là, au niveau de tes match-up, c'est ce qu'a dit Solal. Si vraiment tu veux contrer Westbrook Harden, tu sacrifies un peu de ton attaque en enlevant peut-être un meneur et en mettant Ferguson ou Robertson pour te dire Robertson tu vas sur Harden pendant que Dort s'occupe de Westbrook, mais de l'autre côté du terrain tu vas forcément en perdre parce que Dort effectivement est plus trop négatif en attaque, par contre Robertson et surtout Ferguson vont l'être. Donc c'est un dilemme dans lequel tu te retrouves où tu te dis est-ce que je mets Chris Paul ou Shea sur Westbrook ou sur Eric Gordon tout en sachant que c'est pas la meilleure des options, mais en pariant sur le fait qu'ils vont plus apporter en attaque que ce qu'ils vont nous coûter en défense. Je suis d'accord. Alors, je pense qu'on va faire un bon focus sur les match-ups défensifs ensuite. Donc là, on a pas mal parlé de la blessure de Russ, deuxième, et de pas mal d'impact que ça pourrait avoir, et de aussi comment on pourra le défendre. Deuxième blessure, un peu moins grave, c'est celle de Lou Dort. En partant qu'il manque 1 ou 2 matchs, quelles seraient les alternatives à Dort? Parce qu'on sait, son rôle, il va être de défendre sur Harden constamment dès qu'il est sur le terrain. C'est pas exclu de le voir presque suivre les minutes d'Harden sur certains moments, si on fait pas jouer les 3 meneurs. À la Robertson, j'ai envie de dire. Je pense qu'il va avoir ce rôle-là, apporter un petit peu en attaque, mais en gros, sa mission est toute écrite. Ce sera quoi l'alternative à ça, Solal? Est-ce que c'est du Ferguson? Est-ce que c'est du Robertson? Est-ce que c'est du Schroeder? Parce que Schroeder l'a bien défendu aussi. Au niveau de la défense sur Harden, je pense que oui, Schroeder fera l'affaire. Et Ferguson et Robertson, on sait qu'ils feront plus que l'affaire. Mais par contre, vous feriez démarrer qui dans le 5 à la place de Dort? C'était un peu ma question. Ouais, voilà. Parce que moi, j'ai très peur. J'ai vraiment extrêmement peur, vu ce que Diallo a montré en termes de stats sur la bulle, qu'il le fasse démarrer, même si je pense quand même pas qu'il fera cette bêtise. Mais par contre, moi, je serais tenté de faire démarrer Ferguson simplement. Il va faire démarrer C'est quand même, Ferguson. Ouais, c'est sûr, Je pense, c'est sûr. ouais. Tu regardes hier, même juste hier, un match sans enjeu, Diallo starte pas, c'est Ferguson qui joue. Mais ce qui est logique pour moi aussi. Ouais, bah clairement. Pas en termes de niveau du joueur, mais en termes de profil, Bah ouais, de ce que t'as envie d'avoir. Justement, là, ça va être encore plus important et encore plus logique de faire starter Ferguson si Dort manque des matchs. Parce que je pense pas que Billy Donovan ait envie et que ce soit très intéressant de starter avec tes 3 meneurs. Je pense qu'il faut garder l'impact que Schroeder peut avoir en sortie de banc. Donc il va partir du principe que pour défendre Harden, il va prendre un joueur qui a les mêmes qualités ou entre guillemets qui joue un peu pareil que Dort, donc il va titulariser Ferguson. Après en défense, on reviendra sur les match-ups défensifs, mais moi je pense que Schroeder effectivement peut faire un travail intéressant en défense sur Harden parce qu'il a déjà montré qu'il était capable de lui poser des problèmes. Après j'ai pas trop envie, quand on sait qu'on a Ferguson, Robertson et Dort à mettre en défense sur Harden, j'ai pas trop envie d'user Schroeder en défense en le mettant sur Harden alors qu'on a matière. À mon avis, il le sera que dans le clutch. Après, il a montré qu'il était capable de le faire, quoi. Donc, Dans les clutches cette année, face à Houston, ouais, c'est ce qu'il a fait à peu près. Après, il est capable de le faire, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas envie d'avoir 25 minutes où ça va être Schroeder qui va te défendre sur Harden, et comme il va tellement donner en défense, en attaque, il va être moins important, il va être moins frais. Je préfère qu'on donne une mission au trio Dort, Ferguson, Robertson, c'est de défendre Harden, quitte à pas du tout être impliqué en attaque, plutôt que de perdre l'impact que peut avoir Schroeder. Après, c'est une question bête aussi, mais est-ce que Schroeder n'est pas aussi l'un des profils à mettre sur Russ? Parce qu'il le connaît d'une part, il a ce côté chiant il a un peu ce côté chiant, tu vois, pour gagner un ballon si Russ laisse traîner, etc. Et il le tient en vitesse. S'il le tient pas physiquement, il le tient en vitesse. Ouais, voilà. Mais Schroeder, c'est quand même l'un des joueurs les plus légers de la ligue, hein. Faut pas oublier ça, quand même. Ouais, mais Schroeder, cette année, c'est devenu un super défenseur.
Ah mais non mais vraiment Schroeder là pour le coup je suis l'un de ses plus fervents défenseurs mais justement en parlant de défense par exemple on a vu ce que ça donnait Russ sur Shai au poste alors Russ sur Schroeder au poste pff, Oui, mais est-ce que Russ va beaucoup jouer au poste? ah oui C'est ah ça. bah oui Oui. Mais est-ce que t'as pas envie qu'il le fasse? ah bah si Est-ce que t'as pas envie qu'il le fasse? Parce que, ah ça après ça c'est une autre question. Est-ce qu'on a envie qu'il le fasse? Je suis d'accord que clairement, je préfère que Russ ait le ballon au poste plutôt qu'Arden ait le ballon et soit trappé et que Russ se retrouve tout seul. Là-dessus, clairement. Même en dehors d'Arden, est-ce que ce que tu préfères pas, c'est de te retrouver avec un Westbrook qui joue au poste, plutôt que de te retrouver avec un Westbrook qui va être en ISO sur Adams, avec une ligne de pénétration Ouais, non, ouverte? Non, ça, mais là-dessus, je suis d'accord, ça, mais c'est c'est sûr. pas, enfin, c'est pas la question dans le sens où Russ va jouer au poste, c'est sûr. Et Oui, mais est-ce que c'est forcément une bonne chose pour Houston que Westbrook joue au poste? non, Je mais suis je pas veux dire, sûr. dans Moi, je suis tous pas les cas, convaincu. que ça soit une bonne ou une mauvaise pour Houston, autant mettre le meilleur défenseur possible sur lui, simplement. Oh, faut mettre le meilleur sur Arden. Non, mais je veux dire, oui, oui, oui. Mais oui, on va pas mettre Dort sur Russ, mais Mais justement, Chris Paul est un joueur solide au poste. Ouais, mais sur les premiers pas, en fait, il peut tellement pas le tenir, Oui, je mais pense que c'est si tu compliqué. vois que Houston commence à... Tu les vois, les systèmes où tu sers Westbrook au ouais, poste, mais il joue pas que au généralement... dos au panier au tu- poste justement. Sur un premier pas, il peut se mettre face au panier et sur un premier pas, il peut le tuer. Hein. Après, ça, c'est un débat que j'avais eu, bah, justement, dans le podcast que j'ai pu faire avec Eric Horn, où, en fait, sur les matchs du Thunder contre Houston cette année, on a défendu Harden de manière individuelle, on l'a limité. Par contre, on a laissé Russ jouer, en fait. On l'a laissé pas mal créer, pas mal prendre ses tirs, notamment au poste, et c'était un des problèmes quand on mettait Shai sur lui, c'est que, comme vous l'avez dit, il se faisait défoncer Shai au poste. Mais ça n'a pas spécialement réussi à Houston, au final, ça. Hein. Parce qu'ils nous ont battus quand ils ont eu de l'adresse, quand Harden a pris feu, par exemple, mais sur les autres matchs où Russ, notamment OKC, a été très bon et nous a vraiment tués au poste, à côté de ça, on a particulièrement bien défendu. Donc c'est triste à dire, mais est-ce qu'il faut pas utiliser l'une des faiblesses de Russ, de le voir surexploiter peut-être le jeu au poste et de prendre des tirs en fadeaway, qui mettra hein, pour certains, mais où il aura pas un pourcentage énorme, plutôt que voilà de essayer de trouver d'autres solutions pour vraiment le stopper. Bah, de toute façon, la question, elle est simple. Est-ce que vous préférez voir Harden en mettre 35 en faisant juste des step back à 3 points, ou est-ce que vous préférez voir Westbrook en mettre 35 en faisant des fadeaway Ouais, au poste? ouais, c'est Je ça. pense que Hein. le C'est un pourcentage peu sera ça. pas le même. Hein. J'ai pas la stat sous les yeux, mais Russ, cette année, pourquoi il est plus efficace que les autres années? Déjà parce qu'il arrête de tirer à 3 points, et parce qu'il a beaucoup plus augmenté la fréquence, enfin son pourcentage de pénétration. Le tir de Russ, ça fait 2-3 ans que c'est quand même plus le même. Donc Qu'il a baissé, qu'il c'est a vrai. baissé. Donc moi, si je vois, enfin, je préfère voir Westbrook prendre des tirs au poste, des fadeaway au poste, là où parfois il peut te le faire, hein, ça peut faire swish, et la fois d'après il peut t'envoyer une brique infâme, plutôt que de voir Harden qui passe son temps à jouer en ISO, à faire des step back. Donc tu sais que même si tu le défends bien, tu vas quand même en prendre sur la tronche. Moi, je préfère voir Westbrook, et même juste pour le joueur, je préfère le voir jouer au poste plutôt que attaquer le panier. Mm. Non, mais je pense que là-dessus, on est tous d'accord de toute façon. Mais enfin, après, je tiens à préciser quand même que Russ est moins efficace, mais parce que Harden est sûrement l'un des plus efficaces de l'histoire. C'est voilà, c'est mon Et petit amour pour R. Russ. Non, mais je préfère quand même être clair, Est-ce c'est que qu'au Harden est poste, vraiment l'un des plus efficaces de... Enfin bah, non. il est à 72% au true shooting dans la bulle. Oui, Hein. parce qu'il y a les lancers. Bah oui, mais Ouais. En termes de true shooting et de comment est son jeu, en fait, il est adapté à ça et il fait des saisons historiques en termes de ce qu'on appelle efficacité, mais c'est le true mais shooting même qui se concentre dessus. l'efficiency field goal, je sais plus quoi, c'est pareil, il est au top. Enfin bref. Alors que des fois, il va balancer un 3 sur 14. Mais c'est ça. Harden, en fait, il va, même un soir où, comme t'as dit, Pierre, il va faire un 3 sur 14, bah, son efficiency il va être moyen ou correct, parce qu'il va avoir 17 lancés. Ouais, mais voilà, mais est-ce que vous préférez pas que Harden prenne 20 tirs à 3 points, que Russ prenne 20 tirs au poste? Je préfère 20 tirs à 3 points de Ah, Russ au poste. ah ouais.
Si, parce que Mais on Harden, défend tellement il bien a la ligne combien? à 3 points. Enfin, je trouve qu'on a vraiment tous les éléments pour défendre la ligne, quoi. On défend bien la ligne à 3 points sur des tirs en spot-up, etc. Voilà. Là, c'est des tirs indéfendables. Ça, là-dessus, je sais pas ce que je préfère, c'est assez dur, mais là-dessus, on peut pas le défendre, Harden. Mais on le limite. Tu peux le Bah ouais, gêner, mais tu peux mais il pas y a le personne défendre. qui le gêne mieux que nous, en fait. C'est ça le truc. En fait, c'est juste ça. Je suis d'accord qu'on serait une autre équipe. Il y aurait absolument aucun débat. Je voudrais que Russ, il prenne 40 tirs par match. Mais avec les éléments qu'on a, est-ce que on peut pas penser qu'on peut vraiment limiter l'efficacité d'Harden comme on l'a montré cette année? Enfin, après, c'est l'argument que Pierre m'a ressorti souvent, c'est que sur une série, est-ce que tu peux vraiment prendre le pas sur Harden? Je pense pas. Non. Moi, je maintiens que non et que aussi fort que soit Dort, Robertson, etc. en défense, Ouais, je suis d'accord. Harden, il prendra le dessus. Ouais, je suis d'accord. C'est Je sûr et suis certain. plutôt d'accord. Là, pour le coup, je vais te donner raison, Pierre. Ça va pas arriver souvent sur cette preview, mais je suis d'accord. Encore si en face, t'avais Kawhi et Paul George. Bon, je veux bien que tu dis sur une série, ils sont capables de prendre le dessus sur Harden. Mais quand tes défenseurs, c'est un rookie, un mec qui a pas joué depuis 2 ans et demi, et un joueur qui est très bon défenseur, mais qui est quand même pas dans sa forme optimale avec Ferguson, enfin, je veux dire, il y a forcément un, voire 2 matchs où Harden, il va te mettre 45 points à 50% au tir. Oui, mais si c'est moi 2 matchs sur 7, hein, mais alors je signe tous les jours, hein. Oui, mais quand est-ce que Westbrook, sur une série, va te mettre 40 points à 50% au tir? Qu'on le laissera shooter au poste. La problématique, pour conclure ce débat, en fait, c'est que Russ va scorer sur nous, c'est sûr et certain. Le pourcentage, il sera plus ou moins correct. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand Russ a joué contre nous, il a joué très dans le scoring, il a beaucoup moins créé pour les autres, j'ai l'impression, à part sur certaines séquences, notamment sur le retour à Houston, là. Oui, je me souviens d'un tir dans le clutch où il créait, je crois, pour House ou Gordon, qui met l'un des derniers 3 points, un peu un dagger, si je me souviens. Donc, on va devoir choisir notre poison, c'est certain. Faudra voir aussi quand Russ revient, mais on a de quoi défendre sur les deux, et on verra comment Billy Donovan s'adapte. Voilà. Je pense qu'un point peut-être à aborder maintenant, on a pas mal abordé défensivement comment on allait défendre les match-ups, mais Houston n'a pas ce problème-là face à nous, puisqu'il switch normalement sur tout, on va dire à peu près. Et moi, ce que j'avais envie de débattre avec vous avant de parler peut-être des adaptations du coach, c'est comment nous, on allait être capable d'attaquer par contre ce switch-là. Parce que on le sait que eux, par exemple, ils vont chercher les mismatchs pour attaquer de loin via Russ ou via Harden. Est-ce que nous, on a les joueurs en fait pour sanctionner le switch de Houston, qui sera avec pas mal de défenseurs corrects, normalement s'ils font les efforts, on va dire. Voilà, comment on va attaquer ça en fait? Est-ce que par exemple, si Chris Paul se retrouve à attaquer sur Tucker, est-ce qu'on va être capable de sanctionner ces situations-là qui sont très importantes en fait pour sanctionner Houston en défense? C'est ce qui, par exemple, face à Dallas a été très fort parce que Doncic arrivait à passer à chaque fois son défenseur et à créer pour les autres des tirs, et parce que Porzingis à l'intérieur sanctionnait presque tout le temps Houston. Est-ce que nous, on a les joueurs capables de faire ça? C'était la question que je voulais vous poser parce que j'en suis pas si sûr que ça en fait. Je suis pas convaincu. Je pense que le switch de Houston va nous handicaper offensivement, parce que si tu regardes comment joue Chris Paul, il y a beaucoup de ces paniers où il marque parce qu'il prend le pivot en ISO et que le pivot il peut pas le défendre. Que là justement le pivot des Rockets, bon bah ça va être PJ Tucker. Donc PJ Tucker en ISO sur Chris Paul, je dis pas que c'est la match-up idéale, mais je dis que ça va être plus difficile pour Chris Paul de marquer sur PJ Tucker que sur Rudy Gobert par exemple. Parce que PJ Tucker va être capable de le suivre s'il va driver, il va être capable de beaucoup mieux se déplacer si Chris Paul prend un tir à mi-distance. Donc là, pour le coup, les switches de Houston vont plutôt nous handicaper. En tout cas pour Chris Paul. Là où je suis plutôt rassuré, c'est sur Gallinari. Je pense que le switch de Houston peut lui permettre justement, on en parlait dans l'épisode précédent, de jouer au poste. Parce que si tu te retrouves avec... et encore, je dis ça, mais quand tu vois Houston, en fait, Westbrook peut défendre au poste, Harden défend au poste, donc ça, c'est peut-être compliqué. Mais bah du coup, je vais passer sur le deuxième point. Je trouve que pour Schroeder et SGA, le switch de Houston va pas tant les handicaper, parce que Schroeder et SGA ont un premier pas qui est tellement rapide que même en ISO, ils sont capables de lâcher leur défenseur adverse. Là où Chris Paul, je suis moins convaincu.
Faudra jouer en pick and roll pour Chris Paul. Faudra pas le laisser en ISO comme on fait maintenant. Je suis plutôt d'accord avec toi sur Shai et Schroeder, et je pense que notamment Shai sera très très important en attaque. Enfin, faudra qu'il soit efficace et qu'il soit capable de créer. Après, pour Gallo, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que sur les matchs contre Houston, il a été plutôt bon. Et c'est un joueur que s'il domine offensivement, il peut poser problème à Houston et il nous aidera largement. Je sais pas ce que t'en penses là, mais tu vois, t'as dit Gallinari, je reviens dessus, mais je pense qu'il sera important. Ouais, si, Gallo, je pense. Enfin, je mettrais quelqu'un devant, offensivement, mais pour moi, c'est le deuxième plus important, et ce quelqu'un, c'est Adams. Parce oui, que ça on fait. en parlera après, ouais. Tu veux qu'on en parle après? Ouais, on en parlera après, je pense. On fera un du gros coup, point sur, pivot parce que... Juste les stats là, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, mais au Martin Luther King Day, Gallo il est à 7 sur 19 face à Houston. Ah, je pensais qu'il avait fait mieux. Et le match où Westbrook revient au KC, il est à 7 sur 11. Et les deux matchs, t'en as un, c'est un blowout, et l'autre, c'est un match serré où on revient un peu de nulle part. Donc ça montre bien que si Gallo est performant dans ses statistiques, on peut poser des problèmes à Houston. Si Gallo commence à être dans des standards, commence à avoir un pourcentage un peu en chute libre, ça va devenir compliqué. D'ailleurs, quand on refait le comeback, il doit être très fort, je crois, si je me souviens bien. Il doit mettre des tirs devant. Vas-y, Sola. Non, mais tu vois, Gallo, en fait, je le trouve très important, mais justement, j'attends pas de lui qu'il soit spécialement efficace. En fait, ce que j'attends de lui, c'est qu'il soit très agressif et qu'il apporte un peu de gravité autour de lui pour que, simplement une histoire de spacing ensuite pour tous les autres joueurs. En fait, je pense qu'il va être extrêmement important et j'ai envie qu'il prenne 20 tirs par match, simplement pour qu'il reste en fait une énorme menace pour Houston. En plus, il va être plus grand que la plupart de ses vis-à-vis. Donc simplement au niveau de l'adresse, ça devrait aller en plus. Mais même s'il n'est pas dans un soir particulièrement agréable au niveau de l'adresse, ça me dérange pas qu'il en prenne 20, simplement parce que je pense qu'il aura une aura importante dans notre attaque. Et même si à l'inverse, la défense de Houston choisit de le laisser shooter, bah dans ce cas-là, c'est porte ouverte. Bon, toi, tu veux qu'il soit utilisé au moins comme une menace tout le temps, même s'il n'est pas efficace. Ok. Ce qui me paraît plus que logique et viable, en effet. Moi, je pense pas que Gallo ce soit un joueur sur cette série-là qui doit prendre 20 tirs par match. J'entends ce que tu dis, mais je pense que Gallo, c'est plutôt un joueur qui doit rester efficace et qui doit pas shooter à tout prix. Là où, pour moi, après on en reviendra plus tard, mais pour moi, le joueur qui doit prendre le plus de tirs sur cette série, c'est Shai, et genre de loin, parce qu'on reviendra sur les match-ups défensifs, mais le Shai il va souvent être défendu par Harden ou par Eric Gordon, mais Eric Gordon est plus petit. Et Harden, avec l'absence de Westbrook, va tellement se donner en attaque qu'il va pas défendre comme il défend actuellement. Donc Shai aura peut-être plus d'espace pour scorer, là où Gallo va avoir comme... Gallo va avoir... L'absence de Russ, ça va être que 2 matchs. Ouais, mais c'est déjà 2 matchs. Que Gallo, il va avoir Robert Covington en défense sur lui. Robert Covington, c'est quand même un excellent défenseur. Covington, il est plus dans la raquette. Hein. Ouais, il l'utilise pas mal en protecteur cercle, c'est vrai, mais après, je pense qu'ils mettront quand même Covington mais sur justement, Gallinari. D'où l'intérêt. Tucker. Non, je pense qu'ils mettront Covington sur Gallinari et Tucker sur Adams. Oui, voilà, ouais, ok. Ouais. Bah justement, parce que moi, Covington, je trouve, pour les matchs que j'ai regardés de Houston, je trouve qu'en tant que protecteur de cercle, c'est un vrai protecteur de cercle. Bon, il reste petit, mais il fait vraiment le taf. Et si de l'autre côté, Gallo, il prend ses 20 tirs, Covington va être obligé de rester sur lui, et justement, ça ouvre en grand la raquette pour, par exemple, comme tu disais, Constant, pour Shai. D'où l'intérêt d'un Gallo. Je pense que Mike D'Antoni, dans son plan de jeu, il a pas prévu d'utiliser Covington en protecteur de cercle. Je pense qu'il... Ah, si. je pense qu'il va mettre PJ Tucker. Bah, dans ce cas-là, il y a personne qui va Ah non, mais PJ Tucker, il peut pas protéger le cercle, hein. Il peut protéger le poste, mais il justement. peut jouer pivot, il peut jouer au rebond, mais il peut pas protéger le cercle. Justement, comme tu dis, il peut protéger au poste. Donc il va mettre le seul joueur qui va jouer au poste à OKC,
ça va être Adams. Donc forcément, il va mettre PJ Tucker sur Adams. Parce que pour le coup... Si tu veux, sur les situations, Constant, en fait, par exemple, si Tucker est sur Adams, et qu'Adams est poste haut pour faire un écran à un des guards, en fait, t'auras par exemple Gallinari à l'opposé de la balle, tu vois, à 3 points, et c'est Covington qui est dans le rôle de l'aide, de défendre, de protéger le cercle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, par exemple, l'action où il met un énorme contre, c'est contre Milwaukee, je crois, je sais plus à qui il met un énorme contre, c'est parce qu'il est en aide de l'autre côté, et c'est lui, en gros, qui joue ce rôle de garde-fou, j'ai envie de dire, au-delà d'un protecteur de cercle à la Gobert, parce qu'il a cette position-là. Parce que eux, en fait, on peut pas dire qu'ils aient réellement de protecteur de cercle, vu qu'ils jouent déjà jamais en drop. Ils ont pas de vrai pivot qui reste dans la raquette, qui protège. Mais c'est plutôt, ouais, Covington qui le joue ce rôle-là. Tu vois ce que tu vois? Oui, je vois. Après, je suis pas convaincu que ce sera le cas tout le temps. Ou dans ce cas-là, tu limites les possessions où t'as Adams en tête de raquette, et tu joues plus avec un Adams au poste pour justement obliger PJ Tucker à être plus proche du cercle et éloigner un peu Covington. Ah bah ça après... Bah, ça c'est un des débats que je voulais amener en plus. C'est parfait, tu me fais une bonne transition. Oh, c'est la troisième. Comment on utilise nos pivots. On le sait, la faiblesse de Houston et leur force, c'est qu'ils ont pas d'intérieur, j'ai envie de dire. Et il faut l'utiliser ça. En fait, si tu n'utilises pas ça face à Houston, et on pourra débattre de ça, mais qu'on fait que du small ball contre eux, on pourra être en difficulté. Par contre, si tu les sanctionnes, que ce soit par du jeu au poste, que ce soit avec des rebonds off, que ce soit avec ce genre de choses, c'est ce qui va les embêter plus, je pense. Et d'ailleurs, ils ont perdu beaucoup de matchs parce qu'au rebond, ils se faisaient défoncer. Comment on utilise nos pivots, sachant que nous, on a la problématique, et on l'a déjà dit, défensivement, ils peuvent avoir du mal à défendre face à Houston, notamment Adams et Noël, s'il faut sortir au large. Est-ce qu'ils arriveront à avoir cette balance offensive supérieure? Est-ce que c'est pas là la clé aussi de la série? Vas-y Solal, je te laisse parler des pivots, t'avais commencé en plus tout à l'heure. Bah, t'as prononcé le mot rebond, et pour moi, c'est peut-être pas la clé de la série, mais tu vois, c'est quelque chose sur lequel je voulais vraiment insister, parce que Houston et OKC sont deux équipes qui, en général, se font déglinguer au rebond. Maintenant, si en plus de ça, on laisse les rebonds à Houston, ça sera jamais viable. Ouais, c'est sûr. On peut pas se permettre de se faire dominer par Houston au rebond. Alors qu'à l'inverse, je pense pas que ça nous apportera tellement, mais par contre, si on se laisse dominer au rebond par Houston, ça sera invivable. On pourra jamais gérer le tempo du match. On passera notre temps à subir. Donc voilà, au niveau du rebond déjà, je pense que c'est primordial qu'au moins on soit devant et qu'on se fasse surtout pas dominer. Ensuite, pour les pivots, Adams, je pense qu'on sera vraiment tous d'accord à dire que son rôle, c'est vraiment offensivement, faut absolument qu'il soit agressif, qu'il prenne ses tirs, qu'il enfonce son vis-à-vis au poste, parce que s'il fait pas ça, on perd en fait limite notre seul avantage sur Houston. Donc voilà, Adams, faut absolument qu'il enfin devienne le joueur qu'on veut qu'il devienne, c'est-à-dire un joueur agressif et qui marque des points de lui-même au poste en attaque. Je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire, Solal. Pour moi, c'est inconcevable que Houston remporte la bataille au rebond. Genre vraiment, c'est la possibilité qu'un match se termine et en allant voir les stats que Houston ait pris plus de rebonds qu'OKC, pour moi c'est impossible. Parce que Houston est la pire équipe au rebond offensif et au rebond défensif. Et là où on a un avantage, c'est que Adams l'a montré et Ben Nerlens-Noël, ce sont deux très bons joueurs au rebond offensif. Donc quand t'as deux bons joueurs au rebond offensif qui vont se retrouver face à la pire équipe au rebond défensif, pour moi ils vont avoir des rebonds. Et ensuite, d'un point de vue plus sur l'attaque, je pense que Adams, comme tu l'as dit, il va falloir qu'il soit plus agressif, parce que son principal vis-à-vis, ça va être PJ Tucker, qui est plus petit, qui est plus mec que lui, qui est beaucoup moins tanké que lui. Donc il se doit d'être agressif, et ensuite on en parlera peut-être un peu plus sur la match-up des coachs, mais on en parlait avec Pierre en privé. Adams, c'est pas lui qui de lui-même va être agressif et va souvent jouer au poste. Donc justement, c'est au coach et aussi à tes meneurs, Chris Paul et Dennis Schroeder, de voir que Adams sur un switch, il va se retrouver avec Eric Gordon sur lui ou même avec PJ Tucker
faut le servir au poste parce que Adams va profiter de l'avantage physique et de l'avantage de taille qu'il y a pour marquer. Si tu commences à ne pas utiliser Adams, bah en fait ça sert à rien de le laisser sur le terrain parce que si tu l'utilises pas en attaque et qu'il va prendre des points en défense, autant passer sur un 5 plus petit en mettant Bazley quoi. Complètement. Et moi c'est ce point-là d'ailleurs qui m'inquiète le plus vis-à-vis de cette série, c'est que j'ai pas spécialement confiance dans la capacité d'Adams à être agressif. Alors les rebonds, je pense qu'il va les prendre, il va prendre des rebonds offensifs, mais combien, est-ce que ça sera suffisant, est-ce que il sera déterminant ensuite après ces rebonds offensifs, ou est-ce qu'il va louper les tirs? En fait, j'ai du mal à le voir, comme t'avais dit Constant dans l'épisode d'avant, à le voir en 15-11 au-delà d'un 10-8. Par contre, là où je vois complètement faire, c'est que par exemple match 1, il va t'en mettre 23 et on va gagner le match parce qu'il aura fait un super match, et le celui d'après il va mettre 8 points et on va pas le voir du match. Et c'est un peu problématique pour moi et c'est un peu ce qui m'inquiète vis-à-vis de ce poste de pivot, alors que pas mal d'équipes qui ont battu Houston en fait surexploité cette faiblesse là, et d'ailleurs c'est ce qui aurait pu les embêter contre Denver par exemple, c'est que ils peuvent surexploiter avec Jokic cette faiblesse là, Porzingis les a embêtés, donc c'est une grosse inquiétude pour moi, c'est cette stratégie là en fait de vouloir les surdominer, enfin c'est nécessaire de les surdominer. Je pense qu'on va les dominer au rebond, ça serait l'inverse serait inconcevable. Si c'est l'inverse, y a pas de série. Voilà. C'est simple, hein. Il y a pas de série. Donc ça sera un petit peu aussi là aussi un facteur X de la série de retrouver ça. Du coup, tranquillement, on se dirige vers un petit peu vos rotations puisqu'on a abordé les match-up, comment on va défendre, comment attaquer le switch adverse, comment on va utiliser les pivots. Au final, on en est où en termes de rotation pour vous? Après, j'aurai quelques petites questions, mais je sais que tous les deux, vous avez prévu des petits programmes de rotation. Donc, je pense que c'est le moment de les aborder. On va commencer par toi, Solal. Est-ce que tu peux me dire un petit peu les rotations que tu as prévues? Je crois qu'ils sont assez larges en plus. Pour moi, le point important, et enfin, j'arrive pas du tout à savoir ce que Donovan va faire là-dessus. Personne sait. Mais j'aimerais même lui sait pas, je pense. C'est pas gentil. Je te rappelle, il est coach of the year d'après. Faudra penser à l'envoyer chez Chris Paul le trophée quand même. Non, on est dur avec lui, mais je disais ça dans le sens où Donovan fait beaucoup de rotations et teste beaucoup de choses souvent en début de saison et fait peut-être des fois le cas aussi en playoff. Voilà, c'est pour ça que je disais ça. Mais ouais, en tout cas, je verrais bien une rotation à 10. Après, ça veut pas dire que le 10e joueur va jouer 15 minutes. Mais en fait, je pense qu'on a des profils de joueurs qui peuvent apporter en jouant 8 minutes, 6 minutes sur des petites séquences. Et je trouverais ça vraiment dommage qu'on n'exploite pas ça. Donc, déjà, il y a le 5 normal, donc Chris Paul, Shai, Dort, Gallo, Adams. Voilà. Derrière, Schroeder en 6e homme. Là-dessus, il y aura pas de débat. Ensuite, par contre, pour moi, Bazley doit jouer grand minimum, petit minimum du coup, je sais pas comment dire, 22 minutes ou 20 minutes, vraiment, mais on peut pas descendre en dessous. Parce que son profil de joueur qui peut jouer de poste 5 à 3 et qui peut défendre jusqu'à 2 ou 1, aller dans certains cas, en fait, il est trop important face à Houston. Ensuite, au niveau du poste de pivot, selon moi, Noel, il doit pas beaucoup jouer parce que offensivement, c'est pas un pivot qui marque beaucoup, et donc je pense qu'il sera plus un poids qu'autre chose, surtout offensivement. Défensivement, il sécurisera le rebond, mais même défensivement, je pense qu'il va beaucoup souffrir. Ensuite, moi, je suis pour donner quelques minutes à Muscala parce que le spacing, il apporte en attaque. Non, mais j'y peux rien. Fanboy. Mais j'y peux rien. Vraiment, offensivement, il m'a vraiment impressionné. Pas lui tout seul, mais quand il fait partie d'un line-up, le line-up est vraiment bon. Ensuite, derrière, pour moi, Robertson doit jouer quelques minutes, je sais pas, entre 10 et 15. Et ensuite, pour moi, il y a des 3. Il y a Diallo, Nader, Ferguson. Tu dois en faire jouer un des 3 selon tes besoins. Si c'est un match où Harden... t'as 11 là? Non, justement, tu dois en faire jouer un des 3. Pas les 3. Si Harden est en train de te défoncer, t'envoies Ferguson. Si t'es à la ramasse un peu offensivement, t'envoies Nader.
Si tu vois que ton équipe, elle est un peu, bon, ce qui arrive souvent, agressivement, au niveau de l'énergie, on n'est pas dedans, t'envoies Diallo. Et pour moi, ça, c'est à Donovan de faire le choix et d'envoyer un des trois selon les besoins. Et derrière, après, forcément, bah, ça dépend de ce que Houston choisira de faire, mais voilà. Pour moi, c'est à peu près à ça que ça devrait ressembler. Mhm. Constant, je vais te laisser te répondre avec, on en débattra après, je vais te laisser te répondre avec ta rotation à toi, qui doit être différente, je Alors pense. moi j'ai fait une rotation si Mike D'Antoni était le coach d'OKC. J'ai fait minute par minute. Enfin minute par minute, j'ai mis un temps de jeu pour les joueurs. Je vais vous donner le temps de jeu des joueurs en saison régulière, comme ça va vous permettre de comparer un peu. Chris Paul, pour moi, enfin en saison régulière, il joue 32 minutes. J'en ai mis 34. Je trouve que tu peux faire jouer Chris Paul 34 minutes sans trop de soucis, sans trop qu'il soit carbo physiquement. Là, ça devrait aller. Voilà. Là, on arrive sur mes deux gros paris et je pense que vous allez pas être d'accord avec moi. On a LGA qui joue 35 minutes à peu près en saison régulière. Moi, je lui en donne 38 ou 39 même, parce que on en reviendra. Mais pour moi, LGA c'est le joueur qui doit être ta première option offensive sur cette série. Ensuite, on arrive à Dort. Je lui mets 38 minutes, même si je sais pertinemment qu'il jouera pas. Il jouera pas les 38 minutes parce que il va prendre des fautes, mais pour moi, Dort, il doit être le plus au maximum sur Harden. Vraiment, il doit limite, comme tu l'as dit un peu plus tôt, on doit caler nos rotations de Dort sur celle d'Harden en fait. Si Harden n'est pas sur le terrain, tu fais sortir Dort, à la seconde où Harden revient, tu remets Dort. J'ai beaucoup d'espoir en lui, alors peut-être que je serai déçu ou peut-être que j'en place trop, mais pour moi c'est vraiment un joueur déterminant dans cette série. Après Gallo, je lui donne 32 minutes, je trouve que il en joue 29, il peut en jouer 32, surtout vu comment il a été économisé là sur les 8 matchs. Adams en joue 27 cette saison, je lui en mets 28, parce que je pense que Adams, faut pas non plus le faire jouer trop longtemps, c'est un peu comme Diallo, tu préfères l'avoir impactant sur un temps de jeu plus court que moyen sur un temps de jeu plus long. Schroeder joue 31 minutes cette saison, je lui donne pareil. Et là où je chance, c'est que Bazley, je lui en donne 25. Parce que je comptais lui en donner moins, mais sur les 8 matchs que j'ai vus, je trouve que en fait Bazley est très intéressant parce qu'il peut jouer 4 et face à cette équipe de Houston il peut jouer 5 parce qu'il n'y a pas de pivot tout simplement de l'autre côté. Et ensuite je donne 12 minutes à Nerlens Noel, ça sera très bien, il va prendre quelques rebonds offensifs, il va faire un ou deux contres, il va mettre un putback et ce sera bien. Donc moi je fais une rotation à 8, après j'ai des jokers. Pour moi il y a 4 ou 5 joueurs qui vont jouer mais que moi je mettrais pas dans ma rotation, ou alors vraiment si t'es en difficulté, c'est Diallo. Si tu commences un peu à avoir besoin de sol et d'énergie, tu fais rentrer Diallo. Robertson évidemment pour la défense, enfin Robertson et Ferguson pour la défense sur Harden. Nader comme l'a dit Solal si si t'es en galère au scoring, et Muscala que je mets potentiellement dans la rotation si t'es pivot au défaut et si t'es en galère en attaque. Donc voilà, j'ai fait une rotation à 8, ce qui n'arrivera probablement pas, mais je pense que face à cette équipe de Houston, vaut mieux pas trop tenter des line-up et plutôt rester sur tes joueurs dont tu sais qu'ils vont t'apporter quoi qu'il arrive. Alors, je vais me faire un peu le juge des rotations du coup. J'ai une petite question d'abord pour Solal. T'as une rotation plutôt classique d'OKC, j'ai envie de dire. Quand tu fais jouer plus Bazley et un petit peu Muscala, tu mets Bazley en 5 et Muscala rentre en 5 aussi. Enfin, comment tu gères au poste 5 en fait, c'est comment tu gères ta rotation? Pour moi, après Bazley, vu qu'il joue pas mal, il y aura beaucoup de line-up dans lesquels il sera. Mais si Muscala est sur le terrain, pour moi c'est obligatoire d'avoir Bazley à côté. Tu peux pas avoir Gallo et Muscala sur le terrain. Ou alors Gallo, Muscala et avec un autre pivot, pour moi c'est pas viable contre Houston. Ouais, donc pas mal de minutes en 4 pour Bazley avec Adams et Noël, et en 5 quand il y a Muscala en gros. C'est ça? Ok. Et Constant, toi la question c'est, est-ce que t'as pas trop de minutes? Non, Mike D'Antoni. Non, j'ai calculé. Non, mais t'as calculé parce que ça fait 240. Parce que quand t'as dit 38 Dort, parce que je tourne à 8. Ça m'a paru.
Attends, Oui, je vais c'est te vrai, faire. c'est vrai, c'est Attends, je vais te calculer ça. Peut-être je me suis gouré, mais je crois pas. Non, je pense que c'est bon, comme tu dis, tu tournes à 8, donc peut-être t'en as pas assez. Mais ça fait énormément de temps de jeu pour Dort. Alors autant Switch Shea m'a pas surpris. Je vois jouer beaucoup parce qu'il est très important et que, comme tu l'as dit, il aura un rôle important en attaque et c'est l'un des seuls joueurs à l'aile, on va dire, entre guillemets, parce qu'il a ce rôle-là parfois, qui est pas complètement négatif en défense et bon en attaque, tu vois ce que je veux dire. Donc il aura un gros temps de jeu. Par contre, Dort, 38 minutes, surtout si ça pardonne, va falloir qu'il fasse gaffe aux fautes. Bah oui, mais après, va falloir qu'il soit très fort et en fait, j'ai du mal à le voir jouer autant. Non, mais moi aussi, je dis pas qu'il va jouer 38 minutes. Je dis juste que dans un monde idéal où Dort fait attention à ses fautes, je le mets le plus longtemps possible sur Harden. Après, on sait très bien que quand tu défends sur Harden, au bout de 15 minutes, tu peux te retrouver ou même au bout de 5 minutes, tu peux te retrouver avec 2 fautes. Donc moi, j'ai pris le parti de me dire, mon trio de meneurs, je le garde au maximum en attaque. Et ensuite, mon trio d'arrière un peu plus athlétique, Dort, Ferguson et Robertson, je le mets en défense sur Harden. J'ai pas envie que mon trio de meneurs, il s'épuise à défendre Harden et que de l'autre côté en attaque, bah, ils sont en galère parce qu'ils sont carbo. Voilà. Après, j'ai pas dit que mes rotations, déjà ce sera pas les rotations que Billy Donovan fera. Je pense on s'approchera plus de celle de Solal parce qu'il va tenter des trucs improbables où je sens qu'on va se retrouver avec des 5 où il y aura Nader et Muscala en même temps sur le terrain. Ça va m'agacer. Mais moi, je pense que si tu veux battre Houston, faut pas que tu perdes l'énergie de tes 3 meneurs à défendre sur Harden et Westbrook, alors que t'as des défenseurs qui sont capables de le faire sans forcément devoir apporter beaucoup en attaque. Après, pour le coup, dans ta rotation, Schroeder joue pas tant que ça. Alors que c'est un des joueurs, je pense, qui peut jouer le plus. Oui, mais parce que je veux garder sa fraîcheur, entre guillemets. Tu veux garder Dort. Et je veux garder Dort aussi. Et même au niveau... Et tu finis, du coup, les matchs avec Schroeder, quand même. Ouais, quand même. Ok. Toi aussi, Solal, du coup, tu finis le line-up... ton line-up ultime, j'ai envie de dire, c'est les 3 meneurs, plus Gallo, plus Adams. Ah oui, bah ça, non mais ça, oui. Pourquoi pas essayer de modifier un peu ce 5 de la mort en gardant tes 3 meneurs, Gallo plus Baze. Ça sera tenté, peut-être. Après, est-ce qu'il sera aussi efficace, c'est la question, quoi. Dans mes rotations, t'as... Attends, je vais te faire le calcul. T'as 10 minutes où Bazley joue 5. Puisque t'as Adams à 28 et t'as Nerlens à 12. Donc t'as à peu près 10 minutes de Bazley en 5. Je pense que faut pas trop l'utiliser en 5. Par séquence, oui, mais tu peux pas te retrouver avec 25 minutes où t'as Bazley qui va jouer poste non. 5. Surtout si tu commences à jouer avec tes 3 meneurs. Et ça, c'est un des conséquences du fait que vous faites très peu confiance à Nerlens Noel, et moi y compris, je lui fais moyennement confiance face à Houston. Alors qu'il a fait un match à 15 points cette année, si je me trompe pas, contre Houston, et qui était plutôt bien, et il a dû louper les autres, ou un des 2 autres. Donc, d'accord, ok, je vois à peu près. Je pense que, comme tu l'as dit, on se rapprochera plus des rotations de Solal, parce que c'est du Billy Donovan, que pas mal de joueurs vont voir le terrain. Après, là, le point que je voulais peut-être débattre avec vous, au-delà du line-up ultime, qui, comme vous l'avez dit, il y aura peut-être pour Adams ou peut-être Gallinari, ça changera peut-être. Est-ce que... Enfin, plutôt, comment vous gérez les 3 meneurs? C'est-à-dire qu'on a, depuis le début de saison, un line-up qui marche super bien, et même un truc qui marche super bien, c'est quand on fait jouer les 3 ensemble. On n'a pas pu trop le faire dans la bulle, puisque Schroeder n'était pas là, mais ça marche vraiment bien. Ça marche contre Houston, on l'a déjà fait. Est-ce que on maximise les temps où ils sont tous les 3, quitte à en avoir des fois que 1 sur le terrain, et ça j'en ai déjà parlé en off, mais en gros si on maximise le temps où ils sont tous les 3 sur le terrain, il y a un moment où il n'y en aura plus qu'un. Ou alors est-ce qu'on garde la plupart du temps 2 sur le terrain, c'est-à-dire que Schroeder rentre par exemple pour Chris Paul, ensuite Chris Paul re-rentre pour Shea, etc., ou alors comme j'ai dit dans la première théorie, c'est il y a un moment il n'y a plus que Schroeder sur le terrain, puis après il y a plutôt Shea et Schroeder et Chris Paul sur le terrain en même temps en fin de quart-temps, etc. Comment vous voyez les choses à ce niveau-là, sachant que c'est un atout qui va devoir être utilisé? Moi, je préfère qu'il y en ait toujours 2. Je préfère qu'il y en ait toujours 2 et qu'on ait les 3 sur le terrain que pour les 5 dernières minutes du match. Parce que totalement d'accord. Je nous trouve vraiment... Je me base beaucoup sur les matchs de la bulle, mais parce que je trouve que c'est ceux qui parlent le plus. Et je trouve que dès qu'il y avait que Chris Paul et encore Chris Paul, bon, ça allait. Mais dès qu'il y avait que Shea sur le terrain,
où Schroeder avec les autres joueurs du banc, offensivement, c'était vraiment pas beau, hein. C'était les moments où on galérait le plus, on créait rien du tout. Enfin, ouais, je pense que c'est vraiment, on peut pas se permettre d'en avoir qu'un. Sachant qu'il y a une chose aussi à pas oublier, c'est que Houston, on l'a un petit peu dit sur leur défense, ils sont capables d'intercepter pas mal de ballons, et ils font leur beurre un petit peu, ils le feront pas au rebond, etc., ils vont le faire sur les ballons gagnés. C'est une des équipes qui est les plus fortes là-dessus, et quand ils mettent de l'intensité, ils ont des bons joueurs pour ça, Russ, Harden notamment. Et nous, on est une équipe qui est capable parfois d'être un peu... pas vraiment on prend pas bien soin de la balle des fois. On a eu un peu ce péché mignon d'ailleurs un moment sur la bulle, on perdait pas mal de ballons un peu bêtement des fois. Est-ce que vous pensez que ça peut être diminué, notamment si on fait jouer déjà tout le temps deux meneurs ensemble et avec le 3, peut-être. Ouais, je pense que, comme a dit Solal, je suis totalement d'accord avec lui sur le fait que je préfère privilégier le fait de garder toujours 2 de mes 3 meneurs sur le terrain plutôt que de maximiser les 3 ensemble et de te retrouver avec des séquences où t'en as qu'un sur le terrain. Je veux même aller plus loin en disant que pour moi, tu dois toujours avoir ou Chris Paul ou Schroeder sur le terrain. Parce que les deux sont quand même meilleurs créateurs que Shai, et que je trouve ça plus intéressant de voir Shai évoluer avec un meneur créateur à côté de lui plutôt que de devoir évoluer au poste 1 comme on l'a vu dans la bulle. Après, pour revenir sur les pertes de balles, effectivement, le fait d'avoir récupéré Schroeder fait que t'as un vrai manieur de ballon en sortie de banc, ce qui va t'éviter les séquences où tu te retrouves avec Diallo en porteur de balle ou avec Bazley en porteur de balle, ce qui va forcément limiter ton nombre de pertes de balles. Après, je pense que pour revenir sur la line-up des 3 meneurs, la question qui se pose vraiment, c'est que notre line-up à 3 meneurs, c'est notre line-up ultime. Donc pourquoi pas l'utiliser? En fait, la question c'est est-ce que tu préfères utiliser ton line-up à 3 meneurs quitte à avoir des passages où t'en auras qu'un et où ce sera moins bien, ou de te dire j'utilise mon line-up avec 2 meneurs mais en sachant que ce sera moins performant qu'en ayant les 3 ensemble un maximum de temps possible. C'est ça. Est-ce que tu préfères avoir des très hauts passages ou plus de constance? C'est un peu la question. Après, ça va dépendre aussi de Dort, du niveau auquel il est capable d'évoluer offensivement, accessoirement. Parce que s'il est vraiment pas bon offensivement, qu'il met pas les tirs, etc., on aura sûrement besoin de l'attaque de Schroeder, donc on le verra peut-être un peu plus sur le terrain avec les deux autres meneurs. Je vous avoue que je comprends totalement qu'on préfère avoir les deux tout le temps, parce que les passages à un meneur, comme vous avez dit, me font peur. Surtout ceux avec que Schroeder pour le coup, ceux avec Chris Paul, s'il est à peu près entouré, ça devrait aller. Mais Shai ouais, aussi, hein. Enfin, c'est pas terrible Shai aussi. Shai me fait plus peur oui. tout seul que Schroeder. Ouais, pareil. Oui, mais en fait, c'est que je même pas Shai tout seul. Je pense qu'on l'aura pas. Oui, okay. C'est pour ça que je disais ça. C'est pour ça que je pense qu'on l'aura jamais tout seul, comme ce que disait Constant. Je pense qu'il y aura toujours soit Chris Paul, soit Schroeder sur le terrain. C'est pour ça que je disais ça. Après, s'il y a Gallo qui est là dans ces minutes-là, ou Adams, tu vois, si au moins tes deux intérieurs sont là, peut-être que ça tournera mieux, tu vois. À voir. Après, j'ai envie de voir plus ce line-up, tu vois. C'est pour ça que je vous posais cette question. Et je pense que au moins sur les fins de mi-temps, ouais, au moins, tu vois, avant la mi-temps où normalement t'as les 5 qui sont sur le terrain, je pense qu'on pourra le voir. Ouais, mais là, t'es dans des rotations classiques. Parce que le line-up à 3 meneurs, il est utilisé par Billy Donovan, il est pas utilisé dans le premier quart-temps, il est utilisé dans les 6 ou 5 dernières minutes de la mi-temps. Ouais, après, en première mi-temps, des fois, on le voyait pas spécialement. Je suis pas sûr qu'on le voyait tout le temps. Moi, on le voyait quand même souvent. Après, ouais, on le voyait, c'est vrai. Mais peut-être sur des périodes plus longues. Encore plus sur les derniers matchs, avec à partir du moment où Dort est passé titulaire, je pense que t'as plus vu le line-up à 3 meneurs qu'en début de saison où Ferguson était titulaire. Ce qui est plutôt bête, mais bon. Non, mais je dis pas que c'est intelligent, je dis juste que dans mes souvenirs, après je peux me tromper, on voyait plus le line-up à 3 meneurs à partir de décembre qu'en début de saison. Après, il y a une question que je me pose, et dont j'aimerais bien avoir vos commentaires là-dessus. Est-ce que Billy Donovan va tenter, ou est-ce qu'on doit faire un line-up où tu te retrouves... Par exemple, si du côté de Houston, t'as un line-up où t'as, d'un côté, t'as Westbrook, Eric Gordon, Harden, PJ Tucker et Robert Covington, leurs 5 majeurs. Est-ce qu'on doit pas tenter un line-up où tu mets tes 3 meneurs,
où tu mets Dort en 4 avec un pivot. Bah, c'est ce que je vous ai proposé, moi, en off, juste avant, et que vous m'avez dit... je pense que c'est quelque chose qui peut marcher. C'est quelque chose qui peut marcher de jouer un small ball où ton 4 est plutôt Dort. Pourquoi pas de voir du Robertson aussi, à voir comment il évolue et s'il est capable d'être un peu meilleur que sur son dernier match en attaque. Mais moi, c'est quelque chose que ça me choquerait pas de voir, honnêtement. Parce que t'as pas la problématique de taille, bon, on sera plus petit, mais bon, t'as sûrement un pivot pour compenser ça. Dort est quand même physique. Je pense que, surtout s'il n'y a pas Russ, là tu l'as dit avec Russ, mais s'il n'y a pas Russ, c'est encore plus valable, parce que Russ c'est un gros rebondeur, et les aide beaucoup là-dedans, que ça soit offensif ou défensif. Donc je pense que ça peut être intéressant de faire ça. Je sais pas ce que t'en penses, Solal. Je sais pas. J'arrive pas trop à me prononcer sur ce line-up parce que d'un côté, on l'a jamais vu déjà. Ouais, déjà. Et puis en plus, Dort en 4. Et en fait, pour moi, ça revient à dire que on joue au jeu de Houston. Je suis d'accord qu'on garde un pivot dans le line-up, mais à partir du moment où on a Dort en 4, pour moi, c'est qu'on veut affronter Houston à leur propre jeu. Et pour moi, en fait, je pense que c'est la pire chose à faire. C'est que si on veut commencer à titiller Houston à leur propre jeu, c'est-à-dire en jouant très petit, en tirant le plus possible à 3 points, etc., en voulant avoir, en jouant que par séquence et en souhaitant pas avoir un jeu qui reste linéaire, organisé comme on l'a depuis le début de la saison, pour moi, on va se faire manger. Je ne vois pas gagner sans rester ce qu'on est nous-mêmes et en fait profiter des forces qu'on a. C'est pour ça que le line-up que j'ai proposé d'ailleurs, en fait c'est à peu près le line-up que Donovan a fait jouer contre Utah ou fait jouer normalement, parce qu'en fait je nous vois mal nous adapter à Houston, parce que si on commence à s'adapter à eux, ils vont nous manger, quoi. Après, je suis d'accord avec toi, faut pas essayer de jouer au jeu des Rockets parce que de toute façon tu vas te faire exploser. Mais si ton 5 entre guillemets classique et la rotation que va faire Billy Donovan marche pas, qu'est-ce que tu risques à vouloir t'entêter, enfin qu'est-ce que tu risques à essayer d'innover, bon, peut-être pas en mettant Dort en 4, j'exagère parce que il est petit, mais en mettant Robertson en 4, qu'est-ce que tu perds à tenter d'innover un petit peu ton 5 majeur quand ton 5 classique va déjà se faire défoncer? Tu vois, effectivement, si les rotations comme on a fait toute la saison sont bonnes, je vois pas l'intérêt de changer. Par contre, et on en discutait avec Pierre, si tu commences à voir que Houston est à 6 ou 7 points devant toi et pas juste à -15, t'essayes de réagir en proposant autre chose au lieu de t'entêter sur un 5 majeur ou un 5 normal qui va pas fonctionner. Ben, je suis d'accord, mais dans ce cas-là, pour moi, c'est pas au poste 4 que le changement doit venir. Pour moi, si Adams fait sa série, on peut pas se faire dominer. Ça veut pas dire qu'on gagne la série si Adams est bon, hein. C'est vraiment pas Houston, je pense qu'ils sont un tir au-dessus avec Russ. Mais, pour moi, si on réussit pas à être dans les matchs, c'est qu'Adams fait pas le taf. Ou alors il y a un énorme problème à côté, mais dans ce cas-là, cet énorme problème, on saura le résoudre. Mais, ce que je vous demandais, c'est, qu'est-ce qu'on fait si Adams, les 2 premiers matchs, il fait un match à 6 points, à 3 sur 4 au tir, et ensuite il fait un match à 9 points, je sais pas, on s'en fiche. Mais est-ce que vous continuez avec lui? Je pense qu'il n'y a pas d'alternative. Je pense qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y en a pas. Et tu vois, en plus, le 5 que tu proposais constant, avec Dort en 4, et les 3 guards, pour moi, il marchera que si t'as un Adams archi dominant. Ouais, voilà. Parce que t'auras besoin qu'ils prennent plein de rebonds, qu'ils défendent fort, qu'ils protègent le cercle pour tout le monde, et que les autres puissent tourner autour de lui, en fait, vachement bien. Tu vois, il sera que s'il est dominant. Par exemple, tu mets ce 5 là avec un Gobert archi dominant dans la raquette, ou avec un joueur, tu vois, vraiment qui surdomine physiquement, ça sera intéressant. Mais s'il est pas capable de ça, je vois même pas comment on peut le mettre en place. Et si Adams, pour répondre à ta question, Solal est pas en forme, je pense déjà, moi, pour ma part, la série va être très compliquée, parce que c'est lui qui nous permettra d'accéder peut-être au second tour. Pas que s'il est bon, comme t'as dit, on va passer, mais déjà s'il est pas bon, on n'aura pas d'arme en fait vraiment dominante face aux Rockets. Et c'est ça qui m'embête. Et si ça marche pas, on n'a pas d'alternative. Parce que Noël n'a pas le même profil, on peut l'essayer sur plus de temps de jeu, mais offensivement c'est plus compliqué. Muscala, défensivement, je pense que ce qui t'apporte offensivement par rapport à Adams, et l'écart est beaucoup plus important dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus négatif défensivement en fait. Le delta est plus important.
Donc c'est compliqué. Donc je pense que si Adams c'est pas au niveau, c'est dur. Mais est-ce que vous seriez pas prêt? Toujours, on garde Adams dans le 5 parce que ça, de toute façon, c'est impossible qu'on le bouge. Mais faire jouer Adams 20 minutes, faire jouer Noël 10 minutes, et derrière tenter le diable, c'est-à-dire tout le contraire de ce que j'ai dit avant, c'est ça. et jouer small ball. Pour moi, l'ajustement d'OKC doit pas se faire d'un match sur l'autre, il doit se faire en cours de match. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois mal, c'est peut-être trop en demander à Donovan, ça. Autant de match à match, je le vois faire des ajustements, autant pendant les matchs. Bah, je sais pas, il l'a fait par le passé. Il l'a pas fait tout le temps, mais tu vois, si, par exemple, prenons le game 1, où t'as pas Westbrook. Si t'as les Rockets qui commencent à défoncer notre 5 majeur avec Adams, et que Houston, au milieu du troisième quart-temps, commence à être à plus 10 ou plus 11. Là, je pense que Billy Donovan, si moi je le dis, Billy Donovan doit le savoir, il va se dire, faut que je fasse quelque chose, je sors Adams, je mets pas de Noël et je tente Bazley en 5. Pour moi, je trouve que c'est... Bon, c'est plausible ça. Oui, mais pour moi, ça doit pas être un dernier recours. Ça doit être à chaque match. Ça doit être une option plus que ouais, mais là, une solution à des difficultés. Tu joues le jeu des Rockets dans ce cas-là. Non, non, parce que jouer Adam, il y a une différence entre jouer avec Bazley en 5 pendant 25 minutes et jouer avec une Bazley en 5 sur séquence. Sur séquence, c'est tout à fait faisable. Je pense que quand j'ai fait mes rotations, moi, c'est ce que je vous ai dit, j'ai pris 10 minutes où t'avais Bazley en 5. Je pense que Billy Donovan va... En fait, je pense que le plan de Billy Donovan, c'est d'avoir des séquences pendant, je sais pas, 10 ou 12 minutes où t'auras Bazley en 5, et que vraiment son ultime recours, ce sera d'avoir Bazley pendant 25 minutes post 5. Je pense que Billy Donovan, il sait que face à ce small ball des Rockets, va falloir qu'il y ait des séquences où t'es Bazley en 5. Ce qu'il imagine pas, c'est que avoir recours à Bazley en 5 pendant quasiment toute une mi-temps. Mais je pense que vous êtes d'accord en fait dans ce que vous dites, c'est juste que vous le dites pas de la même façon. C'est juste que il s'attend plus à l'avoir sur des séquences courtes que sur une longue période. Et le fait de l'avoir sur une longue période, là ça serait jouer le jeu des Rockets, je pense. Là je suis d'accord avec Solal. Par contre, de l'avoir sur certains moments où t'as besoin de plus de dynamisme et où t'as besoin de quelque chose de différent, en tant qu'option, en tant qu'il retrouvera ça tous les matchs, je pense que c'est plus que plausible qu'on le voit, notamment vu les déclarations de tout le monde et de chaque. On peut se poser la question aussi, dans le clutch, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, s'il y a si t'as une fin de match un peu serrée, est-ce que tu préfères garder Adams au poste 5, sachant que il peut t'apporter au rebond offensif, ou est-ce que tu préfères tenter le diable en mettant Bazley en 5, en te disant bah nos shoots ils vont quand même rentrer, par contre de l'autre côté du terrain on va mieux les défendre? Je mets pas Bazley dans le clutch, moi. Pas pour l'instant. Ou alors ce Adams c'est pas bon. Parce que Bazley ça reste un rookie, ça reste brut encore, hein, donc dans le clutch en playoff, tu vois, il y a aussi ça à prendre en compte. Hein. Bah après, le problème c'est que Bazley est un rookie, mais Dort c'est un rookie, Shea c'est un sophomore. Et enfin, on va avoir besoin de nos jeunes. Oui, bien sûr. Mais moi je mets pas Dort dans le clutch. Mais je le vois plus mettre un Robertson dans le clutch, un peu comme on l'a vu contre... c'est contre qui qu'il est rentré juste pour Denver. défendre, c'est contre Denver. Voilà, je vois plus faire ça que de mettre Bazley. Ouais, mais tu peux te retrouver... ce qui a du sens. De l'autre côté, là pour le coup, c'est moi qui vais me mettre à la place de Houston. Du côté de Houston, tu vois Robertson dans le clutch, tu fais bon, on va faire du hack. Ouais, je suis d'accord avec toi. Que si tu mets Dort ou Bazley, tu peux pas faire du hack sur ces joueurs-là. C'est ça va être intéressant de voir ça, On a fait un bon point sur les rotations, là. Pas mal de débats et on est déjà à 1h30 presque de podcast. On va finir peut-être un dernier point chacun, mais sur les Factor X pour vous de la série. Je vais commencer. Pour moi, le Factor X, je l'ai dit côté OKC, on a déjà beaucoup dit c'est Adams, il faut qu'il soit agressif, etc. Et je l'ai aussi dit côté Houston, c'est Eric Gordon et un petit peu Austin Rivers, de par leur création qu'ils peuvent apporter, etc. S'ils sont capables de nous sanctionner de loin, s'ils sont capables de créer, notamment en l'absence de Russ,
ça peut être compliqué pour nous. Après, j'ajouterais côté OKC peut-être du Bazley, à voir comme vous, s'il joue en 5, s'il est efficace comme il l'a été dans la bulle et autres, et peut-être du Robertson, parce que si on a un Robertson capable de jouer 20 minutes sur Harden plus que correctement, dans le cas où Dort est pas là ou s'il a des fautes, ça peut être un bon facteur X. Solal, toi, tes facteurs X, est-ce que t'en as des différents? Non, enfin, pour moi, Adam, c'est même pas un facteur X, c'est le point numéro un. Et du coup, en facteur X, j'ai Bazley. Et sinon, si on en dit un côté Houston, pour moi, ça serait Austin Rivers. C'est le gars qui peut nous faire vraiment très mal s'il commence à jouer comme il est capable de le faire. Pas Jeff Green. Oh là là. Bah attends, Pourtant, je l'aime beaucoup. tu m'as pas demandé Constant, mes facteurs X. À toi, Constant. Alors, côté OKC, je pense que pour moi, le facteur X, ce sera Bazley. Parce que Bazley, en fait, c'est la clé. Si Bazley peut jouer au poste 5, bah les Rockets vont se retrouver dans une situation compliquée parce qu'ils pourront pas profiter en attaque de la faiblesse ou du manque de mobilité de nos pivots. Et de l'autre côté, ils vont se retrouver avec un Bazley s'il commence à planter ses tirs qui vont pas pouvoir laisser seul. Et du côté des Rockets, pour moi, alors, vous avez parlé effectivement, Eric Gordon va être un facteur X, Covington, on n'en a pas parlé, mais ça va être un sacré facteur X aussi, parce que s'il rentre ses tirs, lui, ça peut devenir très compliqué. Mais il y a un joueur dont on n'a pas parlé, c'est Jeff Green, un ancien de la maison, et Jeff Green, en fait, c'est le seul intérieur de Houston. C'est le seul qui, avec Westbrook, va créer une menace au rebond offensif pour Houston. Et si Jeff Green, surtout comme on en a parlé dans l'épisode précédent, OKC a du mal à défendre à l'intérieur. Et Jeff Green, c'est leur seul intérieur. Si t'as Jeff Green qui sort du banc et qui en 12 ou 13 minutes te met 10 points et 8 rebonds, là ça va pas être possible en fait, parce que en plus de prendre du tir à 3 points par les autres, tu vas te faire défoncer par Jeff Green à l'intérieur. Donc du tir à 3 points du aussi. tir à 3 points aussi. Donc là, ça va être plus à nos intérieurs de faire le taf, parce que si tu limites Jeff Green, les Rockets sont quasiment plus d'options à l'intérieur. T'auras Westbrook qui va faire quelques pénétrations, Harden qui va faire un petit flotteur par-ci par-là, mais l'accès à la raquette, globalement, sera plutôt verrouillé, que si tu te fais défoncer à l'extérieur par Harden et les shooters, et à l'intérieur au rebond offensif par Jeff Green, t'as aucune chance. Oui, il a un profil qui peut nous embêter, en effet, il aura une grosse importance pour Houston, je pense, comme tu as dit. D'ailleurs, j'aime bien les passages de Houston avec Jeff Green. C'est triste, c'est dur à dire, parce que Jeff Green, à un moment, c'était pas très huppé en NBA, mais les passages de Jeff Green, quand il joue en pick and roll avec lui, etc., il a fait des vraiment bons passages, pour le coup. Et en plus, s'il met de loin, il sera problématique pour un Noël ou pour autre. Donc, ouais, attention à ce qu'il peut donner, effectivement, il faut pas oublier. Est-ce que vous avez un dernier mot, messieurs, avant de passer à nos pronostics? Et là, je sens que ça va être encore grand, là. Moi, j'ai un dernier point parce que je trouve qu'on n'en a pas parlé. Et pour moi, c'est vraiment le joueur que je vais le plus surveiller, c'est Shai. Comme je l'ai dit lors des rotations, c'est lui à qui je donne le plus de temps de jeu. Et c'est lui, enfin je sais pas pour vous, mais Solal a un peu répondu en disant qu'il voulait voir Gallo prendre 20 tirs par match. Pour moi, Shai, ça doit être la série où il s'affirme en tant que vrai, pas superstar, mais en tant que quasiment le meilleur joueur de cette équipe. Shai, cette saison, il tourne à 19 points de moyenne. Je veux que sur cette série, je sais pas s'il va le faire, mais je veux que sur cette série, il tourne à 23, 24 points de moyenne. Je veux le voir agressif en fait. Sur la bulle, j'étais frustré de le voir jouer meneur et de le voir jouer un peu avec le frein à main. Là, je veux que sur cette série, il soit pas du tout dans la création pour les autres. Je préfère que ce soit Dort, n'importe quoi, que ce soit Chris Paul ou que ce soit Schroeder qui soit un peu plus dans la création et un peu plus posé le jeu, pendant que son côté, chez vraiment, il soit agressif et qui profite du fait que ça va être Harden ou Eric Gordon qui va défendre sur lui et que normalement il est largement capable de marquer sur eux, surtout si Harden, comme je l'ai dit, va beaucoup donner d'énergie en attaque et du coup va peut-être un peu plus reposer entre guillemets en défense. Solal, un point peut-être toi aussi à évoquer? Ouais, bah, je suis d'accord, mais s'il y a un petit point que j'aimerais qu'on aborde, c'est simplement de dire que pour moi, on doit surtout pas faire l'erreur de
de n'avoir qu'un défenseur sur Harden. Par exemple, les 38 minutes de Dort de Constant, pour moi, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. Déjà, ça ne sera jamais le cas, mais ça, on est d'accord. Mais en plus, ça marchera pas pour moi. Et on l'a vu, par exemple, contre Milwaukee, où Wes Matthews a passé son temps sur Harden. Et en fait, ça sert absolument à rien de laisser un joueur sur Harden. Pour moi, ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on a fait cette année et qui a très bien marché. C'est-à-dire envoyer Ferguson, envoyer Dort, envoyer Schroeder, envoyer Robertson à tour de rôle, que chacun arrive frais et simplement qu'Harden, au bout d'un moment, même s'il a une caisse physique impressionnante, mais au bout d'un moment, ça reste un humain, on va dire. Et enfin, au bout d'un moment, il sera épuisé simplement. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut l'affaiblir. Je suis plutôt d'accord avec ça, bien que Dort, ça doit rester le prioritaire, j'ai envie de dire. Oui, je suis d'accord aussi là-dessus. Mais après, si tu lâches les chiens sur Harden, tu prends le risque aussi qu'il lâche la balle et te faire un peu plus sanctionner par les autres. Ouais, Après, si tu mets que un joueur tout le temps... voilà, c'est pas le trapper à 3, mais c'est juste simplement que son défenseur soit frais et qu'il soit en mission sur lui, quoi. Et que ça soit jamais le même. Ouais, je suis d'accord. Mais après, moi, c'est parce que j'aime bien Dort et je pense que... Non, mais vraiment, en fait, c'est... Qui peut... On sait que Robertson a très bien défendu sur Harden par le passé, mais c'est plus le même joueur. En fait, physiquement et au niveau du QI, je trouve que Dort c'est celui qui va pouvoir le mieux résister à Harden. Ferguson est c'est pour ça que je lui ai donné beaucoup de temps de jeu. Ferguson... Il est moins tanké que Harden. Ouais, mais tu vois, est-ce que sur une série, Harden, offensivement, je vais rester calme, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Et est-ce que tu penses pas que si tu laisses 30 minutes par match Dort sur lui, au bout de 3 matchs, Harden, il aura cerné absolument tous les défauts défensifs de Dort et il va le fumer, en fait. C'est possible. Parce qu'au bout d'un moment... Par contre, si Dort, voilà. Dort il éteint Harden sur une série, donnez-lui le défenseur de l'année, en fait. Ah bah ça, oui. Non, mais par exemple, en fait, ce que je veux dire, c'est que au Game 1, par exemple, si t'as Dort qui fait une mauvaise performance à Harden, il peut lui, entre guillemets, hein, attention, lui rentrer dans la tête. Ou en tout cas, Harden se dire sur le match d'après, je vais tout faire pour lui mettre une énorme performance offensive sur la tête. Que si tu commences à vouloir un peu varier les défenseurs, de toute façon, ce qu'on va faire, et je suis plutôt d'accord avec les arguments que t'as dit, sur le fait de mettre toujours un gars frais sur Harden, mais je trouve que faudrait, en fait, si tu varies les défenseurs, tu rentres pas trop dans une match-up psychologique, en fait. Ouais, mais je pense qu'Harden n'est plus à ce stade de sa carrière. Et après, si tu l'éteins collectivement, j'ai envie de dire, il peut vouloir juste détruire tout le monde. Ça peut être la même chose, tu vois. C'est-à-dire que si tout le match, tu le laisses à 4 sur 20, que ça soit n'importe qui en face, je pense qu'il, dans tous les cas, le match d'après... Ouais, mais tu vois, ça, je pense pas. Je pense vraiment qu'il en est à un stade de sa carrière, il est avec Russ, et là-dessus, je pense pas que ça, jouer sur son ego ou quoi, ça va marcher. Ça m'étonnerait vraiment. Il a l'air d'être devenu plus mature que ça, je trouve. Moi, je pense que... Ça joue tout le temps, je pense, quand même, un petit peu. Ça va. Ouais, ça a joué contre Milwaukee cette année. Superstar, mais... Ouais, après, par exemple, contre Milwaukee avec Giannis, ça a joué, je pense. Ouais, mais voilà, on n'a pas de Giannis, nous. Oui. Non, mais même... À moins que Baisley. On en avait parlé avec Pierre en privé. On était d'accord sur le fait que il faut limite gagner le Game 1 pour faire douter les Rockets. Parce que si tu commences... Par exemple, si le Game 1 c'est un énorme blowout, les Rockets, ils vont... Ouais, sans Russ, les Rockets vont tellement être confiants que ça va pas être possible de répondre. Par contre, si tu prends le Game 1 avec, je sais pas, une performance maîtrisée dans le clutch, là tu commences à installer le doute dans la tête des Rockets. Et justement, si t'as les Rockets qui commencent à être en difficulté, je veux bien qu'Harden ce soit une superstar qui soit en pleine confiance en ce moment, mais il va entendre que sur ESPN ou sur je sais pas quoi, ça va dire ah oui, Harden il a manqué des tirs dans le clutch, Houston est mené, naninana, et forcément ça va jouer. Donc le point que je voudrais dire, c'est que vraiment pour moi la clé dans cette série, et on va passer au pronostic tout de suite, faut prendre un des 2 premiers matchs si ce n'est le premier, vraiment. Et du coup enchaîne Constant ton pronostic du coup sur cette série. Alors mon pronostic,
Avant la blessure de Westbrook, je disais 4-3 Rockets. Parce que moi, je pense vraiment que c'est une série qui va aller loin. Je vois pas... En fait, je vois... Je pense qu'il y aura au moins 1 ou 2 matchs où OKC va se faire défoncer parce que l'attaque de Houston sera juste instoppable sur certains matchs. Et je pense que sur d'autres matchs, les Rockets peuvent pas tirer à 40% à 3 points sur toute une série. Enfin, en tout cas, moi, je le crois pas. J'espère pour nous. J'espère pour nous aussi. Mais je pense qu'il y aura des matchs où ils vont être moins bien, et là, c'est les matchs où on va prendre le dessus. Donc je pense vraiment que c'est une série qui peut durer face à deux équipes qui se valent, qui ont des points forts différents, mais qui se valent. Donc sans Westbrook, enfin avec Westbrook, je disais 4-3 Rockets, et sans, je dis 4-2 OKC. Sans, c'est s'il manque 2 matchs. Okay. Ouais. 4-2 OKC. Mais et on gagne genre les 2 premiers sans point... lui, et on prend le Game 1. Dans le scénario parfait, c'est on prend le Game 1, et ouais, on mène 2-0, il y a 3-1, et on plie ça à 4-2. Solal? Bah, franchement, 4-2 Houston, hein. Et avec la blessure de Russ, hein. Parce que, bah, je sais pas, hein. Pour moi, on en prend un sans Russ, donc les 2 premiers matchs, un des 2, et on en prend un quand il est là. Mais derrière, enfin, si Houston arrive à mettre l'intensité défensive qu'ils ont mis contre Milwaukee, par exemple, ou ne serait-ce que la moitié de l'intensité qu'ils ont mise contre Milwaukee, ça va être vraiment compliqué, hein. Après ça veut pas dire que j'y crois pas. OKC. Oui, non, mais rien que dans l'intensité, c'était vrai. Moi, ça m'a vraiment impressionné, je trouve, parce que Milwaukee jouait pas mal du tout, hein. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est que ça veut pas dire que je crois pas aux chances d'OKC. Au contraire, je pense vraiment que la série c'est 50-50. Mais si je dois donner un pronostic, pour moi le plus probable, c'est 4-2 Houston. Je suis d'accord avec Solal, je pense que OKC, et du coup avec toi Constant, je pense qu'OKC a une chance dans la série, ça c'est certain. Sans Russ, avec Russ, j'aurais mis Houston quand même au-dessus, un 4-2 maximum. Là, avec l'absence de Russ, je mets un 4-3 Houston, je pense. Donc on est quand même sur une série de 7 avec ces matchs serrés, je pense. Je pense comme vous, on en prend au moins un quand Russ est pas là. Si tout se passe bien les deux, après quand il revient, ça devient beaucoup plus équilibré, et il y a certains matchs où on se fait blowout. Et Houston s'en sort dans le dernier match 7 où un match ça sera très disputé, je pense. Voilà. Et là on n'est pas prêt pour ça, je pense. Tu paries contre OKC sur un Game 7, alors qu'on a été l'équipe la plus clutch de toute la ligue. Ouais, bah justement, c'est un point. On a parlé un peu des line-up dans le clutch, mais on sait jamais. Ça reste des clutch. Par exemple, on a perdu là contre Denver en loupant des lancers de Chris Paul. On peut jamais savoir. Après, typiquement dans ce match 7, ça peut être Houston est devant tout le temps. On revient, mais pas assez, tu vois. Oui, bah après, si tu me dis. D'un côté, t'as Westbrook et Harden, et de l'autre côté, t'as Chris Paul et Shea. Sur un Game 7, tu paries sur qui? Moi, évidemment, je vais parier sur Harden et Westbrook. Parce que sur un match, Harden, il est capable de t'en mettre 45. Donc, ouais. Là où... Quand tu vois certains tirs qu'il a mis ces dernières années, faut arrêter de dire qu'il est pas clutch. Parce qu'il y en a 2-3. Ouais, enfin... Bon, on va pas débattre de la clutchitude d'Harden. Oui. Moi, je dis... Mais en playoff, je suis d'accord avec toi qu'en playoff, il y a eu des moments où ça a pas été... Ouais, en playoff, c'est pas qu'il est pas clutch, c'est qu'il se... Excusez-moi l'expression, mais il se fait un peu dessus parfois. Bon, enfin bref. Bah, l'année dernière, regarde la série contre Golden State, à partir du moment où KD... Ouais, Chris Paul fait vraiment pas... Oui, mais regarde le match 5 face à Golden State l'année dernière où KD se blesse. Dans le 4e quart-temps, à partir du moment où KD se blesse, Harden, il prend pas un tir. Ouais, non, mais je sais pas. On verra bien. Il a eu des passages moyens, mais du coup, on verra. Mais moi, c'est mon pronostic 7, Houston en 7. Donc, on est plutôt costé Houston avec Solal et OKC pour Constant. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire tous vos pronostics. Hein. Je pense que ça peut être intéressant et je pense que ça va partir dans tous les sens. Comme la série. Il y aura du 4-1. Ouais, il y aura du 4-1 Houston. Je pense qu'il y en a qui vont dire 4-1 OKC. Je pense que ça va partir dans tous les sens. Messieurs, c'était une longue preview, très complète, très forte en débat encore une fois. Je pense que vous deux là, vous aimez bien débattre. On a rarement eu autant de débats dans le podcast. Mais c'était très intéressant. Donc je vous invite encore une fois à suivre Solal @OKC Thunderfra,
à suivre Constant et moi @wearethunder.fr. N'hésitez pas à mettre des alertes pour recevoir une notification dès qu'on est en live avec Constant. N'hésitez pas aussi à vous abonner à toutes les plateformes d'écoute pour ne pas louper le podcast ou à votre préféré. On en sort très régulièrement, normalement toutes les 2 semaines. Donc pendant les playoffs, ça va être assez dense en actualité. Je pense qu'on aura pas mal de choses à dire. Donc n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à nous noter aussi, que ce soit sur iTunes ou sur les autres applications. Voilà, on se retrouve très vite, je pense en live la semaine prochaine et en podcast sûrement après la série. À très bientôt, donc à très vite, j'espère que ça vous a plu ces 2 longs épisodes. Et bon premier match de playoff, salut.